Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, je reçois Jérémy Thiebaud, qui est entraîneur de sprint au Pôle France de Clermont-Ferrand. Alors pendant près de 2 heures, on va parler de la vitesse, comment développer l'accélération, la vitesse max, mais pas qu'en athlétisme, aussi on va parler de sport collectif, de sport individuel, où la course prédomine. Et oui, tu vas voir que développer sa vitesse max quand on est footballeur, c'est pas forcément utile. Et ce qu'il faut travailler beaucoup, c'est le changement de direction, la décélération, l'accélération. Et tout ça, on va le voir dans cet épisode, donc j'espère que ça te plaira. Avant de te laisser avec Performance Skills, laisse-moi te rappeler qu'il faut t'inscrire sur le club des entraîneurs. Pour 15 € par mois, tu as énormément de contenu supplémentaire à l'épisode que tu vas écouter. On y retrouve des articles, des résumés de tests, des réflexions d'entraîneurs, plein de choses. On fait aussi des rencontres toutes les 2 semaines en live pour discuter de certaines thématiques. Maintenant, je te laisse avec nos amis suisses et tu vas voir que tu sois athlète ou entraîneur, je te garantis que leurs services sont au top. Salut! Le succès ne se construit pas seulement sur le talent, mais sur la maîtrise des habitudes et compétences fondamentales. Chez Performance Skills, nous vous aidons de manière holistique à exploiter pleinement votre potentiel et à optimiser chaque détail pour atteindre l'excellence. Nos experts analysent vos habitudes, vos mouvements et votre identité pour créer un programme sur mesure, adapté à vos besoins spécifiques. Comprendre ce qui nous rend uniques, revisiter nos acquis, construire le succès, c'est l'expérience que font déjà de nombreux athlètes au sein de notre structure. Jérémy Thiebaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Je m'appelle Jérémy Thiebaud, je suis entraîneur de sprint à la base. C'est pas mon premier métier, c'est mon deuxième métier. Et ensuite, je me suis tourné un petit peu vers la préparation physique, orienté dans mon premier métier, donc c'est-à-dire le développement de la vitesse et de l'accélération. Ok. Tu es sur Clermont ? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans la vitesse ? En fait, j'avais fait de l'athlé quand j'étais jeune, ici à Clermont. Après, j'ai arrêté, j'ai fait plein d'autres sports. Et ensuite, quand j'étais vers 15 ans, 2003-2004, j'ai repris l'athlé de manière plus sérieuse. Et en fait, j'ai jamais quitté le stade. Et Okay. après, ça m'a tellement plu que j'ai eu des opportunités d'en faire mon métier. Et voilà. En combien de temps tu cours le 100 mètres ? En combien de temps je cours tout de suite ? Tu courais ? Ou je courais. Ok. Non, alors, je cours toujours. Je suis toujours athlète. Mais je courais, j'ai couru en 11,03 avant régulier. Bien. Voilà. Je n'ai pas cassé la barrière. Dommage. Pas encore. Tu as combien en ce moment ? Et j'ai fait il n'y a pas longtemps 11,26. Donc 2 dixièmes, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Bon, je soigne mon genou et je viendrai tester. Allez, on y va. Alors ouais, je trouvais ça intéressant de t'inviter. On s'était croisés sur les tout premiers tournages que je faisais Oui. à l'époque, clairement dans le comment s'appelle le stadium. Le stadium Jean Pélez. Voilà. C'est sûrement le plus bel outil d'athlétisme indoor en Europe. Ouais. Sûrement. Alors j'ai souvenir de ce tournage avec Sébastien Maître où il me dit viens, j'ai un super bon plan. On va se mettre dans le stadium, ça va te faire des images de fou et tout. Ouais. Moi je dis putain ouais, c'est dingue quoi. Magnifique. Et en fait on arrive, il y avait des gamins. Il y avait un Ouah, groupe de le gamins bruit. qui hurlaient en plein milieu du stade. Et là c'était un des premiers épisodes que je tournais. Et là je dis oh putain, comment je gère ? Et je me suis dit bon on verra, on a attendu un quart d'heure, une demi-heure. Finalement ils ont fini par partir. On a eu des travaux. Les mecs nous regardaient, ils voyaient qu'on tournait à la perceuse, au truc. Et je dis putain, ils font exprès. Ouais. Et après, il y avait plein d'athlètes à toi qui rentraient et qui sortaient et qui nous regardaient morts de rire. Alors forcément, ce tournage, je me rappellerai tout le temps. Et après, on avait discuté. Oui, c'est vrai. Et je trouvais ça intéressant de faire intervenir un vrai spécialiste de la vitesse. Parce que c'est une caractéristique clé dans, je ne vais pas dire tous les sports, mais dans énormément de sports différents. Mais qui est peu maîtrisée, je trouve, par les entraîneurs. Donc, qu'est-ce que toi, tu aimerais déjà nous partager sur la notion de vitesse de manière très large ? Par quoi est-ce que tu voudrais commencer ? C'est que de manière très large, tout le monde, alors je parle des sportifs principalement, mais tout le monde sait courir, mais il n'y a personne qui sait courir. Ouais. Voilà. Après, comprendra qui comprendra, mais ça résume un petit peu la chose. Ouais, je suis complètement d'accord. Dans les sports co, personne n'apprend à courir, par exemple. Et tu vois des patterns de course qui sont... Ouais, ils essaient. Après, ils ont les prépas en sport co, ils ont tellement de choses à faire déjà que c'est pas simple. Et ils essaient de faire des ateliers de course. En tout cas, moi, ceux que je connais ici, ils essaient de travailler, mais ils ont d'autres choses à faire, etc.
Et après, ils n'ont pas forcément aussi l'œil, les compétences pour arriver à aller sur un niveau au-dessus. Mais déjà, si tu as une bonne base, si tu connais un genre vraiment les bases du sprint, les bases de l'accélération, de la vitesse maximale, etc., déjà, tu peux faire des belles choses et tu fais en sport collectif déjà un très gros travail. Évidemment qu'un sprinter de 100 mètres ou de 200 mètres ne courra pas pareil qu'un joueur de rugby ou de football ou même de basket. Mais c'est pas le but. Mais déjà, juste d'avoir une économie de course pour pas se fatiguer et avoir une plus grande accélération, une plus grande vitesse max pour certains sports avec des terrains longs, quoi. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, en prépa physique particulièrement, mais dans l'entraînement c'est pareil, on se tue à développer la VMA, enfin la VO2 max, mais du coup qui devient la VMA sur ces sports-là, ou ta capacité à répéter des sprints, etc. Mais on s'intéresse jamais à ce qui se passe au niveau de la course et toute l'énergie finalement qui est perdue. Donc des fois, on gratte 2-3% de VO2, on est content. On se dit, ouais, mais peut-être que si on va améliorer sa technique de course, on va gagner 30 ou 40%, quoi. Donc on a peut-être le mauvais combat. C'est ça, en fait. T'as le côté énergétique. On pourra y revenir. Moi, j'ai ma méthode, on va dire. Et après, tu as le côté biomécanique, technique, du mouvement, etc. Enfin, t'appelles ça comme tu veux. Et en fait, quand t'es pas économique, c'est compliqué ensuite d'être optimal. Et que tu regardes les bons joueurs. Par exemple, je vais prendre un exemple au football, Kylian Mbappé. Bon, il court très vite, mais il court aussi plutôt bien, voire très bien pour un footballeur, quoi. Ouais. Après, la question c'est, est-ce que les mecs de sport co, donc, ou de tous les sports où on va courir, est-ce qu'ils ont besoin de maîtriser les techniques de course comme un sprinter ou un mec qui fait de l'athlé? Non, c'est pas la même chose. Alors, tu as la base du mouvement du corps humain qui est la même, dans l'accélération et dans la vitesse maximale. Après, on est tous un peu différents, donc il faut adapter en fonction des personnes. Par contre, en sprint, c'est normé, quoi. C'est-à-dire que tu as une ligne à ta gauche, une ligne à ta droite, tu as une ligne de départ 0, une ligne à la fin où c'est 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, et tu n'as pas le droit de sortir de ça. Tu as un départ avec un starting block, tu as un départ sonore, etc. Donc c'est très normé, c'est très cadré, etc. En sport collectif, tu peux être debout, tu peux être en train de faire un footing, tu peux être en train de marcher, tu peux être allongé. Donc c'est très différent, en fait. Donc il faut prendre ça différemment et savoir quoi faire et avec qui le faire. Et une chose qu'on n'apprend pas en athlète, c'est à freiner. Exactement. Et Exactement. est-ce qu'un entraîneur d'athlète peut enseigner, on va dire ça comme ça, les notions de la décélération, ou est-ce que c'est d'autres entraîneurs qui devraient le faire? Ça, en fait, c'est vrai que sur l'accélération et la vitesse maximale, les entraîneurs d'athlètes, ils vont avoir les compétences techniques du geste pour arriver à faire que n'importe qui peut courir plutôt vite. Mais sur les changements de direction et les freinages, c'est une autre technique avec des centres de gravité qui sont plus bas, qui doivent descendre au lieu de monter, avec des appuis plus longs au sol, avec des phases excentriques qu'on va essayer de raccourcir le plus possible, sans rebondir, vraiment en freinant. Donc, un entraîneur de sprint pur ne saura pas forcément faire à un sportif du freinage ou des changements de direction. Mais ça s'apprend. Il y a des gens qui ont écrit dessus et qui ont donné des méthodes. Donc, en sport collectif, l'accélération, elle est importante, mais elle est presque aussi importante que le freinage, quoi. Okay. C'est comme une voiture, en fait. Si tu arrives à freiner fort avant un virage, tu peux sortir plus vite du virage que quelqu'un qui ne peut pas. Ok. Pour revenir à ce que tu disais à la base, qu'est-ce que c'est un bon coureur? Est-ce que c'est comme le bon chasseur? Franchement, presque. Mais un bon coureur, c'est celui qui... En termes techniques, un bon coureur, c'est celui qui va arriver à mettre le maximum de force horizontale et verticale dans un laps de temps très très court et enchaîner ses forces, donc c'est-à-dire sur chaque appui, le plus longtemps possible. Ok. Voilà. Ça, c'est la théorie. Maintenant, c'est comment on fait pour arriver à faire ça, quoi. Parce que là, ce qu'on a remarqué sur les plateformes de force,
c'est que la différence entre les sprinters, alors je parle des sprinters, mais ça vaut aussi, c'est la même chose sur des sports collectifs. Évidemment, sur les sports collectifs, c'est pas le même terrain, c'est pas les mêmes chaussures. Il y a des adversaires qui peuvent arriver sur les côtés, devant, derrière. Donc c'est pas pareil. Mais ça reste, le mouvement, il reste identique. Sur les plateformes de force, ce qui ont été vus, c'est qu'entre les sprinters supra-élites et les sprinters élites, les taux de force, c'est les mêmes, sauf que les supra-élites arrivent à les mettre dans un temps encore plus court. Ok. C'est-à-dire que au lieu qu'un élite il va mettre des temps de contact au sol à 90 millisecondes, et un supra-élite pourra les mettre à... un supra-élite les mettra à 90 millisecondes. Non, c'est pas ça. Un supra-élite les mettra à 80 millisecondes quand un élite les mettra à 90 millisecondes. Ok. Voilà. Donc il gratte quasiment 10%, 10-15%. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, le but, c'est mettre les forces dans le sol très rapidement. Parce que plus... ça, c'est le premier paradoxe. Le premier paradoxe, c'est que pour créer de la force pour avancer, il faut mettre de la force dans le sol. C'est-à-dire que quand tu cours, tu as soit un appui au sol, soit zéro. Donc quand tu poses ton pied au sol, quand tu poses ton pied au sol, déjà tu freines. Ouais. Donc déjà, c'est pas le but, mais c'est comme ça. Et faut accélérer. Maintenant, le paradoxe, c'est si tu poses ton pied au sol, tu freines. Et il faut prendre du temps, comme la force, pour remettre de l'accélération. Et c'est ça, en fait, qui est un gros paradoxe, c'est comment faire pour passer le moins de temps possible au sol, mais en mettant les maximums de forces. Ouais. Un peu comme si, bêtement, tu faisais un DOP couché et que tu étais à 90% de ton max et que tu essaies de le faire en allant extrêmement vite. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas parce que les taux de force sont c'est extrêmement élevé et du coup, tu vas être lent parce que ton muscle, il est pas assez fort pour déplacer la charge extrêmement vite, quoi. Et donc, nous, c'est tout ce paradoxe-là, c'est arriver à mettre le maximum de force dans un minimum de temps. Ok. Et j'imagine que la taille des foulées, vu que ça te permet de freiner, c'est super important. Quand tu freines ou quand tu accélères ? Quand tu accélères. On va sur l'accélération. Alors, quand tu accélères, au début, le sol, c'est ton ami. C'est-à-dire qu'à l'accélération, tu as deux accélérations. Tu as une accélération qui est franche, qui est extrêmement linéaire, extrêmement franche, qui va aux alentours de 10-15 mètres. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend des populations. Et après, tu as une deuxième accélération, en fait, qui commence à se courber et qui va rejoindre la vitesse maximale, où la vitesse maximale, tu as atteint ta vitesse. Dans la première accélération, le sol, c'est vraiment ton ami, et le but, c'est de mettre le maximum de force dans le sol, principalement horizontale, pour aller vers l'avant, pour avancer. Maintenant, quand tu es à vitesse maximale, le sol, ça te freine et c'est ton ennemi. Donc d'un côté, en fait, au démarrage, il faut prendre le temps de pousser longtemps. Alors évidemment, quand tu vois les gars qui courent, tu as l'impression que ça va extrêmement vite, mais en fait, quand tu prends les ratios temps de contact au sol, temps en vol, ils sont plus forts. C'est-à-dire le temps il est plus long au sol que quand tu es en l'air. Et après, ça s'inverse, en fait. Et ce switch, il se fait sur la deuxième phase d'accélération. Et à ce moment-là, il faut arriver, ce qu'on dit, à rebondir, et il faut faire des mouvements pliométriques. Et en fait, on arrive très très rapidement sur de la pliométrie. Ok. Et ça, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose vraiment qui se travaille ? Parce qu'autant le métabolique, j'ai l'impression que c'est inné sur la vitesse. Beaucoup d'études le disent à 80-90%. Est-ce que ça, cette qualité d'appui au sol, c'est quelque chose d'inné ou c'est vraiment quelque chose qui se travaille en Je pense que il y a une partie innée, la longueur de tes muscles, la longueur de tes tendons. Donc il y a une partie innée. Ça, tu peux pas trop c'est comme la longueur de tes os. Après, je pense qu'il y a une partie que, principalement dans le monde occidental, on a régressé avec toutes les chaussures qu'on a, avec des drops énormes, avec des semelles énormes, etc. Par rapport à notre enfance et à ce qu'on faisait. Et si on laissait les enfants ou même les athlètes plus pieds nus, plus en contact avec le sol, il y aurait déjà de meilleurs automatiquement, il y a une meilleure perf.
C'est un peu bête, mais moi, je vois beaucoup d'athlètes en sport collectif qui sprintent en attaque talon. Ouais. Parce que on leur a mis très jeunes des semelles avec des drops et avec des gros... des chaussures avec des drops et des grosses semelles. Et en fait, ils courent comme ils marchent. Sauf que, en fait, quand tu cours, c'est très 2 pieds, 1 pied, 2 pieds, 1 pied. Et donc, tu as quand même une phase où c'est de l'excentrique, du concentrique, de l'excentrique, du concentrique, etc. Alors que quand tu cours, c'est très, très pliométrique. Et à partir du moment où tu cours comme tu marches, où tu mélanges un peu les deux, déjà, il y a des risques de blessure. Et c'est pas du tout économique et c'est pas du tout efficace, quoi, en tout cas. Ok. Ce qui pourrait justifier donc le nombre de blessures aux ischios qu'on voit en foot ou en rugby. Après, Est-ce que c'est par rapport au terrain vraiment ou... les blessures aux ischios, elles sont vraiment multifactorielles. Il y a énormément d'études qui sont portées à ce sujet-là. Et en fait, on ne sait toujours pas pourquoi. C'est-à-dire que en sprint, nous, ça va être la blessure la plus récurrente. Il y a d'autres blessures, hein. Les tendinopathies, au tendon d'Achille, au tendon rotulien, les pubalgies, etc. Mais la blessure à l'ischio, c'est vraiment la blessure du sprinter. Et donc, c'est la blessure qu'on connaît le mieux. Nous, on n'a personne qui peut arriver à droite, à gauche, devant, derrière. C'est très, très normé. On a le temps de faire de la préparation physique et pourtant, on continue à se blesser. Donc, c'est une blessure méconnue et qui est pour moi multifactorielle. Et c'est pas parce que tu te blesses aux ischios que le problème vient des ischios. Ok. Ouais, ça peut être une compensation qui fait que ça lâche à cet endroit-là. Ça. Okay. Souvent du fessier. Ok. Souvent. Vas-y, explique. Alors, quand tu te pètes un ischio, tu peux avoir une faiblesse à l'ischio et juste l'ischio, en fait, il était trop faible et du coup, il casse. Tu peux te péter l'ischio parce que ton antagoniste, le quadri, il vient pas se relâcher et tu sais qu'en fait, quand il y en a un qui doit se contracter, l'autre doit relâcher au maximum et après inversement. Et en plus, nous, quand on court, il y a une oscillation du pied qui est extrêmement rapide. Donc tu peux avoir un quadri qui se relâche pas, donc du coup l'ischio il travaille trop, quoi. Donc du coup ça peut péter aussi. Et après tu peux avoir que le fessier il est pas assez fort. Et au bout d'un moment, l'ischio, il vient faire le travail de lui-même et du fessier. Et quand tu regardes, il y a très peu de blessures aux ischios qui sont faites pendant la phase d'accélération. Elles sont plutôt faites pour la phase de vitesse maximale et de maintien. Parce que c'est là où la pliométrie elle est la plus importante. Et c'est là où l'extension, la flexion du hanche et du genou sont faits le plus rapidement possible et le plus brutalement possible. Et après, il faut regarder aussi la synchronisation entre la hanche et le genou. Il y en a qui lancent les jambes, d'autres qui viennent un peu en cycle arrière, d'autres qui contractent en premier l'ischio pour faire une extension des hanches et en deuxième le fessier. Donc, en termes phasiques, c'est pas dans le bon ordre. Donc après, l'ischio, il prend et il pète, quoi. Et en plus, comme l'ischio, c'est un muscle extrêmement long et extrêmement fin, et qu'on est toujours en train de le solliciter un peu comme un élastique qu'on arrive à tendre, et on le tend, et en fait, il agit comme un ressort pour faire avancer le bassin, mais le moteur principal, ça reste quand même le fessier, en fait. Même à vitesse maximale, ça reste le fessier qui fait que tu avances. Okay. Sur le freinage aussi, le fessier, il est assez important. Les sauts et le freinage. Ouais, alors les sauts, oui, c'est ton extension de hanche. Et après, au freinage, là, en fait, tu vas venir beaucoup plus sur tes quadriceps. Et après, il y a aussi des techniques de freinage sur est-ce que tu viens freiner en faisant une extension du genou et une extension de la hanche en même temps. Tu bloques les deux. Donc là, tu restes solide. Ou à l'inverse, tu fais une flexion du genou, une flexion de la hanche. Où là, tu t'écrases. Le problématique, c'est quand tu viens commencer à faire une flexion du genou et une extension de la hanche. Ou l'inverse, une extension du genou. Donc mon genou, il est bloqué, il est solide. Et une flexion de la hanche. Et en fait, à un moment donné, il y a un des deux qui est relâché. Et c'est là où tu peux faire un ligament croisé, par exemple.
Je confirme. Voilà. Moi, c'était flexion de genou, extension de hanche. Voilà. Sur une rotation en plus. Donc, Oula. tout ce qu'il fallait pas. Blague à part. Donc, ça peut être intéressant, j'imagine, pour des sport co. Parce qu'en sport co, je ne vais pas dire on n'est jamais à vitesse maximale, mais c'est très rare. En tout cas, pas dans les sports de petit terrain. C'est absolument impossible. Au basket, en handball, c'est compliqué. Voilà. En foot, ça doit être très rare. Rugby, très rare. Ça dépend des postes. Au rugby, ça dépend des postes. Ouais. Bah, les ailiers. Les ailiers, ouais. Mais est-ce que du coup, ça vaut. Enfin, c'est plus intéressant d'aller travailler les techniques juste d'accélération et de décélération et pas du tout de maintien chez ces sportifs-là? Ou est-ce que le maintien, ça reste quand même intéressant parce que ça apporte techniquement peut-être d'autres choses? Alors, ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que déjà, quand tu vas freiner, tu peux te blesser, mais tu n'auras pas du tout les mêmes blessures que pendant ta vitesse maximale. Pour moi, déjà, sur les changements de direction et le freinage, il faut apprendre ça en premier lieu pour pas que tes athlètes ils fassent des ligaments croisés, par exemple, des blessures. Et en deuxième lieu, pour qu'ils soient plus efficients sur le terrain. Maintenant, sur la vitesse maximale et le temps de soutien de vitesse maximale, si c'est là où on sait que sans chose extérieure, c'est là où on sait qu'on va se blesser, enfin qu'on peut se blesser. Okay. Si tu n'amènes pas tes joueurs régulièrement à cette intensité-là, à cette vitesse maximale-là, tu peux pas leur demander sur le terrain d'être à 80% parce que de toute manière, ils sont dans le jeu, ils vont pas réfléchir et ils vont aller à vitesse maximale. Plusieurs fois dans le match, avec de la fatigue, avec des contraintes, avec du stress. Si toi, en tant que prépa, tu les as pas déjà emmenés à vitesse maximale à l'entraînement, qu'ils n'ont pas connu, que leur corps n'a pas connu ce stress-là, on joue un peu avec la roulette russe, quoi. Ouais. Donc, moi, je conseillerais aux prépas de sport collectif, principalement de grands terrains, donc foot, rugby, en France, parce qu'il y a d'autres grands terrains dans le monde, une fois tous les 10 jours au moins, d'amener ne serait-ce qu'une, 2 fois, juste ça, quoi, deux fois les athlètes à vitesse maximale, quoi. Après, il faut savoir où c'est la vitesse maximale, quoi. Ouais. Il y a ça aussi. Donc ça vaut peut-être le coup de les tester de temps en temps là-dessus. Bah ouais, et après tu peux voir aussi, après il y a des tests assez simples, hein. Ça dépend des postes, ça dépend des athlètes, etc., quoi. Si tu as des postes où des joueurs ils sont très explosifs et ils vont pas tenir très longtemps la vitesse maximale, tu peux faire 20 mètres d'élan, lancer 20 mètres de cellules, ça suffit. Si tu as des gens, des ailiers, des arrières au rugby, des gars qui vont courir plus vite et plus longtemps au foot, là tu peux faire 30 mètres d'élan, 30 mètres de cellules, quoi. Ok. Et tu peux voir déjà s'ils arrivent à maintenir leur vitesse au fil du temps, s'ils régressent, est-ce qu'il y a un problème, parce que ça peut être aussi un test du système nerveux, comme il y a d'autres tests, hein, comme les tests de saut, les tests de préhension, etc. Et tu peux voir après, et si un jour il se blesse, d'avoir ces tests-là pour te dire, ok, bon bah ce jour-là, à vitesse maximale, avant sa blessure, il était à là. Par exemple, aux 30 mètres, aux 30 mètres, par exemple, c'est un joueur qui est très très bon. Aux 30 mètres, il fait 3,00, donc ça veut dire 36 km/h. Bon, bah là, il a combien? Ok, là, il a 3,20. Bon, bah 3,20, ça fait tant. Il faut qu'au moins, on le ramène sur le terrain quand il est à 3,10, quoi. Voilà. Ouais, ok, c'est pas un intéressant. exemple. Oui, ça te permet de monitorer finalement un retour à la blessure. Quelque sorte, ouais. En quelque sorte. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec les sprinters. Après, c'est beaucoup plus facile en tant qu'entraîneur de sprint, pas en tant que préparateur physique. Mais en tout cas, oui, moi, j'ai la data de mes athlètes qui, ok, ils font ça au 30 mètres fly, et le 30 mètres fly, ils se sont blessés. Bon, bah, maintenant, ils sont à combien, quoi. Et après, on avance comme ça, quoi. Ok, super intéressant. Et au niveau du travail d'accélération, est-ce que la taille du terrain va faire différer la technique utilisée dans l'accélération ou pas du tout? Alors, dans les premiers niveaux, non. Ouais. Et après, si tu veux passer à un niveau supérieur, oui. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un longueur de terrain, par exemple, c'est 100 mètres environ, hein. Il y a toujours une tolérance dans les terrains de foot et de rugby, il y a toujours une tolérance, mais en gros, c'est 100 mètres. Si tu veux être d'un point A à un point B au 100 mètres,
c'est pas parce que tu vas accélérer le plus fort possible que tu seras aux 80 mètres où il faut que tu sois le plus rapidement possible. Parce qu'il y a une stratégie aussi. Il y a une économie, il y a une stratégie, etc. Si tu pars à fond plein gaz et que tu es OK le premier sur 20 mètres, mais qu'après ça part en cycle arrière, tu es complètement désordonné, énergétiquement, il n'y a déjà plus rien, parce que tu as fini les 5-6 secondes d'ATP-CP et c'est vidé, et que tu n'as pas de technique, les 40 derniers mètres, ils vont paraître très longs. Hein. Si tu construis ta course, évidemment, l'intensité elle est extrêmement importante, c'est presque l'intensité maximale, voire c'est l'intensité maximale, mais si tu construis ta course avec une technique qui est plus propre, plus économique, plus écologique, etc., bah, en fait, tu pourras aller aussi plus facilement. Ouais. Et donc, moins te vider pour la par suite exemple, et répéter. Quoi. Aux US, en NFL, ils ont un test, c'est le 40 yards. Ouais. Je crois que ça fait 36,7, je crois. Ça fait 36,7 mètres. Le 40 yards, t'as pas la même technique, alors qui ressemble énormément à un test de 100 mètres, t'as pas la même technique que sur un 100 mètres. Ouais. Donc, tu peux avoir des appuis beaucoup plus longs, tu peux avoir... quand je dis long, faut pas croire que c'est lent. Hein. C'est pas parce que je dis long que c'est lent. C'est long par rapport au temps de vol. Quoi. Tu peux reprendre le sol plus vite, etc. Le 100 mètres, il va se construire. Quoi. Le 100 mètres, c'est 10 fois 10 mètres. Et c'est pas forcément le plus rapide qui va aller le plus vite. Quoi. On en a vu où c'est pas forcément celui qui va avoir la plus grande accélération qui sera le premier aussi à la fin. Quoi. Usain Bolt. Ouais, après Usain Bolt, il avait quand même une bonne accélération. Mais là, on l'a vu au jeu de Tokyo, où le Chinois, c'était en demi-finale, je crois. Il y avait Marcel Jacob à côté, il y avait un Américain, je crois. Et le Chinois, il fait un départ, mais monstrueux. Et je crois que... alors, c'est pas officiel, parce que c'est pas comme en natation, nous, mais je crois qu'il a, sur ses temps de passage, c'est le record du monde du 60. Mais aux 30 mètres, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Et il gagne sa demi-finale avec un temps en 9-8, je crois, un peu plus. Mais c'est vraiment top. Mais quand tu regardes comment Jacob et l'Américain remontent, fallait pas 1 ou 2 mètres de plus, quoi. Parce que y a vraiment une construction à faire, quoi. Le 100 mètres, c'est aussi pour ça que c'est l'épreuve reine, parce que d'un côté, tout le monde peut se comparer à 100 mètres. On a des pistes d'athlètes un peu partout. Tu peux aller sur une piste d'athlète, prendre ta montre, lancer le chrono, faire 100 mètres, regarder combien tu fais. Donc d'un côté, c'est normé pour tout le monde, mais d'un autre côté, c'est tellement compliqué d'aller chercher un dixième à ce niveau-là que c'est des heures et des heures et des heures de travail. Sur tout ce qui est technique de course qu'on a abordé, est-ce que c'est des choses qu'il faut déjà travailler à l'enfance ou est-ce que c'est des choses qu'on peut rattraper plus tard et c'est pas grave si on l'a pas fait avant? Alors, tu peux tout rattraper plus tard. Il y a très peu de choses qui sont pas modifiables en termes de structure du corps humain ou en termes du système nerveux. Encore faut-il savoir quoi faire. Mais si tu le fais quand tu es enfant et que tu acquiers le bon pattern tôt, tu vas moins t'embêter après, quoi. Je te donne un exemple. Moi, j'ai eu un athlète je crois qu'il avait 25 ans. Donc 25 ans, déjà, t'es un peu, tu vois, t'es pas tout jeune, quoi. T'es pas fini, hein. T'es pas fini, mais t'es pas tout jeune. Et en fait, il faisait que se blesser. Je crois qu'il a eu 9 blessures aux ischios en 3 ans. Donc t'imagines, tu fais l'entraînement, bim, tu te pètes. Réduc, entraînement, bim, tu te pètes. Et c'était un peu ça, sa vie, quoi. Ouais. Donc après, on a travaillé ensemble. Et en fait, déjà, le premier job, c'était qu'il ne se blesse pas. Ni à l'entraînement, ni en compète. Déjà, c'était le premier challenge. Et ensuite, il avait vraiment un mouvement de course à pied qui était, mais genre, fait pour se blesser, quoi. Genre, il n'y avait rien qui allait, quoi. Sauf que comme il courait extrêmement vite, et ben en fait, c'est un peu comme s'il y avait un moteur de Lamborghini dans une Twingo, quoi. À 50 km/h, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu vois, pas de souci. Mais quand tu arrives à 250, bah la Twingo elle tient pas, quoi, en fait. Et lui c'était exactement ça, en fait. C'était donc pour revenir à l'enfance, déjà les enfants, mettez les pieds nus, quoi. Juste ça, mettez les pieds nus, et juste ça déjà ça corrige énormément de choses. Pourquoi? Parce que la basket actuelle
occidentale, elle fait que, comme je disais tout à l'heure, on court comme on marche. Quand tu es pieds nus, je défie quiconque de courir en sprint pieds nus sur un sol dur en attaque talon. C'est pas possible. Nous, Je on avait fait le test à la fac. C'est pas possible. défie quiconque de le faire. Il a le calca qui explose. C'est impossible. Parce que, en fait, on est fait pour courir sur l'avant du pied et pour courir en pliométrie. Évidemment, si tu fais un trail avec des grosses chaussures, tu peux te permettre de faire ça, mais parce que c'est pas à vitesse maximale. Et que tu as la chaussure qui t'aide. Tu as un artefact. Et quand tu mets des enfants pieds nus, bah en fait, directement, tu vois, ça passe devant, quoi. Donc, il faut vraiment pas oublier ça, essayer de leur mettre des chaussures minimalistes. Alors, évidemment, c'est pas les plus jolies, mais le pied, c'est vraiment important et il faut pas le négliger, quoi. Surtout aux enfants, parce qu'après... alors, il n'y a pas que ça, mais tu te retrouves aussi avec des athlètes qui peuvent avoir des hallux valgus. Ouais. Alors, il y a des très grands athlètes qui ont des hallux valgus. LeBron James, il a un hallux valgus. Je crois que Bolt, il en avait un. Ça n'empêche pas que ce soit des très, très grands athlètes. Mais déjà, si tu peux avoir un pied un peu stable dans son tripode et solide dans la luxe, bah, c'est cool parce que à la fin, la dernière chose qui touche le sol avant d'être en suspension, c'est la luxe, quoi. Et la luxe, comme on sait qu'il est lié à toute la chaîne et avec l'extension de hanche et le fessier. Ouais, il vaut voilà. mieux qu'il soit solide. Ouais. Et comment est-ce que, voilà, imaginons j'ai un groupe d'enfants en athlé ou en sport co, comment est-ce que je peux, de manière assez ludique, leur apprendre à courir? Déjà, est-ce que c'est faisable? Ouais, c'est carrément faisable. Moi, alors j'ai arrêté maintenant, mais pendant 3-4 ans, j'ai fait du baby athlé. En fait, j'entraînais déjà les sprinters. Et en fait, j'avais vu ça et ça me bottait bien. Et je me suis dit, ouais, c'était nouveau à la Fédé. Ça existait, on est arrivé un peu tard à la Fédé. Je crois que ça a commencé à exister en 2015-2016. Et moi, je me suis mis dedans tout de suite en me disant, là, il y a un truc à jouer. Et c'était le top. Les enfants, déjà, à cet âge-là, 3, 4, 5 ans, 6 ans, ils sont émerveillés et tout ça. Et tu peux vraiment leur apprendre des choses. Et à chaque séance, tu les vois évoluer. Et ça, en tant qu'éducateur, c'est tellement satisfaisant. Et du coup, moi, j'avais essayé plein de choses. Alors, il y avait déjà des choses de la Fédé qui étaient sorties, une sorte de norme, tu vois, que tu pouvais suivre si tu n'avais pas forcément les clés. Moi, j'étais parti sur ça, mais après, j'avais fait mes propres séances. Ouais. Et en fait, déjà, pieds nus. Voilà. Okay. Direct. Sur un sol le moins dangereux possible. Par exemple, un sol de gym ou un sol de judo, ou voilà, des sols où s'ils tombent, il n'y a pas de risque pour leur tête, principalement. Tu peux faire ça aussi dans un gymnase. Et en fait, après, c'est des choses tout bêtes où tu peux imiter des animaux dans le jeu, dans le monde imaginaire, etc. Et ça, c'était vraiment top. Et moi, j'avais réussi à faire à des enfants, genre, ils avaient 3 ans, je crois. Le petit, il avait 3 ans. Et ne serait-ce que certains n'arrivaient pas à s'élever du sol. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à sauter par leur propre poids, quoi. Ouais. Donc, tu sais, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas assez de force. Et juste de voir un enfant qui arrive à sauter par son propre poids, c'est hyper satisfaisant. Et tu sais que le développement moteur, de refaire du 4 pattes, donc de refaire de l'ours, de refaire ce que moi j'appelais l'araignée, tu vois, c'est quand tu marches en arrière, de refaire le kangourou. Ouais. Tu vois, tu visualises, hein. Tu refais le kangourou, de refaire du kangourou une jambe. Quand tu vois un enfant de 3... Alors, ils n'arrivaient pas tous, hein. Mais moi, des enfants de 3-4 ans, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai vu à 3-4 ans qui arrivent à faire des cloche-pieds. Tu dis, ok, tu arrives à faire ça, alors tu as 3-4 ans, alors qu'il y a beaucoup d'athlètes de 20-25 ans qui n'arrivent pas à le faire, quoi. Donc, donc c'était quand même... Après, il faut garder ça aussi. Si tu tu continues pas, ça peut se perdre ou s'oublier, quoi. Ok. Il y a des athlètes de 20-25 ans qui ne savent pas faire de cloche-pied. Ils savent faire des cloches. Alors, si on prend le cloche-pied en termes de... c'est-à-dire sauter sur un pied puis un autre, ça, ils savent le faire. Mais faire un beau cloche-pied avec un cycle de jambes comme peuvent faire les triples sauteurs, non, tout le monde ne sait pas le faire. Enfin, ça prend aussi. Okay. Hein. Mais tu sais, ils vont te faire des cloche-pieds jambes tendues. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ils vont pas faire un cloche-pied comme un triple sauteur, quoi. Okay. Avec une flexion-extension. Et tout ce qui est saut, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à bosser en sprint aussi? Parce qu'on parlait de pliométrie tout à l'heure.
Alors, souvent, nous, on peut faire des tests de saut, squat jump, CMJ, CMJB, etc. Et on sait que les sprinters qui courent vite sautent haut et sautent loin, mais c'est pas parce que tu sautes haut et que tu sautes loin que tu courras vite. C'est juste le bon profil, quoi. Tu vois un peu ceux qui font de l'haltérophilie sautent très haut, ne vont pas forcément courir vite, parce que c'est plus complexe que ça. Ouais. Donc non, sauter, c'est intéressant, et ça dépend des sports, quoi. Au handball, pour moi, la vitesse maximale ne serait pas forcément la priorité à travailler. Peut-être, à la rigueur, pour prévention des blessures. Ouais. Est-ce que Comme on disait. Par contre, ce qui serait à travailler, c'est les sauts à un pied, à deux pieds, plutôt un pied au handball, et l'accélération. Au basket, ça peut être l'accélération et appel de pied et appel un pied. Appel plutôt, est-ce que je veux aller vers le haut, est-ce que je veux aller vers l'avant, etc. Et justement, comment est-ce que tu transfères une vitesse horizontale vers une vitesse verticale? Parce que moi, par exemple, je cours très vite, je saute très haut. On va sur la piste alors si tu cours vite. Alors, pour donner des trucs, en CMJ free, donc avec les bras, je suis à 78. Ah ouais. Ça saute haut. Et en 10 mètres lancés, je crois que j'étais à 1,14. 10 mètres d'élan, 10 mètres... Alors 10 mètres d'élan, déjà, quand tu arrives à 10 mètres d'élan, t'es pas à vitesse max. Donc, je sais. Donc ça veut dire que tu vas plus vite. Pour les tests que j'ai en tête... 1,14 en 10-10, c'est bien. Et j'avais fait un 100 mètres. J'en ai fait un dans ma vie, je crois. Avec le coup de feu et tout avec le départ, alors pas coup de feu, mais avec les claps, là. D'accord. Et alors, avec les cellules, j'ai crampé au mollet. Mais j'ai quand même fait, je crois, 12-1 ou quelque chose comme ça. Avec une crampe au mollet sur les 15 derniers mètres. Horrible, quoi. Et le coup des 30 mètres très long à la fin, je l'ai vécu, quoi. 100 mètres, c'est long. Hein. Ah ouais, j'aurais jamais pensé, mais c'est très très long. 100 mètres, les gens, ils se rendent pas compte. Hein. Mais 100 mètres, c'est très long. Ouais. C'est très très long. Et du coup, moi, je saute très haut. Je vais très loin, sur place. Tu me demandes de dunker au basket, je sais même pas si j'arrive à toucher le filet, quoi. Parce que tu dois transmettre, en fait, c'est un peu comme... c'est comme la longueur, en fait. Tu dois transmettre cette énergie cette énergie où tu avances vers une énergie où tu montes. En fait, c'est ce que fait la perche. Alors, la perche, tu as quand même une impulsion, un peu comme en longueur. Tu as une impulsion et après, il y a la perche qui fait le roll et après, tu as un mouvement gymnique complexe. Mais en longueur, c'est ça, quoi. En longueur, tu peux mettre des sprinters qui courent très, très vite. S'ils ne savent pas impulser, s'ils ne savent pas transmettre l'énergie, en fait, sur la planche et faire avancer leur corps et faire avancer leur centre de gravité avec le bon angle d'envol, en fait, ils iront pas très loin, quoi. À l'inverse, les meilleurs sauteurs en longueur savent courir vite. C'est comme... c'est un peu comme ce que je te disais tout à l'heure sur les sprinters savent sauter haut, mais c'est pas parce que tu sautes haut que tu vas sprinter vite. Il n'y a pas de corrélation inversée. C'est ça. Et Carl Lewis, il courait vite. Tous les grands sauteurs en longueur, les grands et les moins grands, sautent vite, sautent loin. Et quand tu veux passer un cap, en longueur, à part si ta technique, hormis si ta technique elle est extrêmement parfaite, mais au bout d'un moment, il faut que tu augmentes la vitesse maximale, quoi. Alors la vitesse maximale, elle a l'impulsion. Parce que en longueur, tu vas pas accélérer pareil que sur un 100 mètres. En longueur, tu n'as pas de start. Tu peux prendre, si tu veux prendre 10 mètres d'élan, tu peux prendre 10 mètres d'élan. En longueur, si tu veux prendre 70 mètres d'élan, tu peux prendre 70 mètres d'élan. Donc en fait, c'est arriver sur la planche le plus rapidement possible et en fait transférer ton corps pour ensuite aller le plus loin possible. Et sur du sport co, c'est... tu travailles, En fait, c'est un peu comme... c'est un peu comme la hauteur. Après la hauteur, il y a la technique de Fosbury où tu transfères l'énergie et du coup, ton centre de gravité passe sous la barre. Ça, il faut le savoir. C'est qu'en hauteur, en fait, le centre de gravité passe sous la barre et toi, tu passes au-dessus de la barre. C'est pour ça que maintenant, on va haut et on saute plus en ciseaux ou on saute plus en ventral. Là, la question... En fait, la solution, c'est d'aller vite, de bloquer ton corps le maximum pour que l'énergie du sol, elle remonte dans ton corps et qu'ensuite elle soit transférée et que ton corps s'élève. C'est ce que fait un athlète qui lance le javelot. Quand tu lances le javelot, il faut courir, c'est de la course. Donc ça court, ça court pas aussi vite que le sprint, mais ça court quand même. Bien. Le but, c'est d'emmagasiner de l'énergie, de bloquer le plus fort possible dans le sol. Donc ça part de ta cheville, genou, hanche, le rachis,
épaule, le coude et la main, et transmettre toute l'énergie que tu as bloquée dans ton javelot. Si tu commences à avoir le genou qui plie ou la hanche qui plie au javelot, bah, y a de l'énergie qui va disparaître et tu pourras lancer moins longtemps. Voilà. Ok. Donc en gros, il faut avoir des appuis les plus solides possibles. À l'impulsion. Et un transfert, donc des notions de gainage, C'est ça. De manière générale, pas que abdos-lombaires, mais chaque articulation les plus fortes possibles. C'est ça. Ok. Donc si je prends un sportif qui n'arrive pas à sauter haut, mais pourtant qui court très vite, c'est muscu, gainage. Ouais, bah, ça dépend de son facteur limitant, mais déjà, en fait, il faut le voir, quoi. C'est-à-dire qu'il court, tu dis, bah, saute, tu regardes ce qui va, tu regardes ce qui va pas, et après, tu peux lui apprendre en termes de coordination, dans un premier temps, en termes de technique. Après, il va bloquer, parce qu'il y a quand même une certaine appréhension, hein, quand tu arrives et que tu bloques le genou pour impulser, une certaine appréhension. Et après, ça, c'est la première étape. Si en coordination, il n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il peut avoir des blocages au-dessus, dans sa chaîne musculaire, et donc du coup il faut regarder qu'est-ce qui bloque, quel est le muscle qui se contracte pas, ou quel est le muscle qui se contracte avant l'autre muscle, etc., etc. Tu montes comme ça. Mais ça, par exemple, ceux qui font du volley, ils le font très bien, tu vois. Et après, il y a plusieurs techniques d'impulsion. Tu vois, par exemple, en hauteur, ils vont presque arriver jambes tendues et ils vont impulser. Alors qu'au basket, ils vont faire une sorte de CMJB, quoi. Tu vois, où il y aura ça sera plus une phase, tu vois, excentrique, concentrique, quoi. Alors qu'il y en a, ça va plus être de la pliométrie. Ok. Ouais, ils vont. Ça dépend le transfert de force que tu veux. Je vois ce que je veux dire. Ils vont utiliser la plio et l'énergie élastique au lieu de l'énergie cinétique. J'ai compris. Est-ce que, parce qu'on voit les sprinters faire beaucoup d'haltéro, est-ce que c'est un facteur, entre guillemets, obligatoire pour justement aller chercher ce transfert de force, ou on peut faire autrement? On peut faire autrement. Ok. L'haltéro, c'est très bien. C'est très à la mode. Why not? Mais tu peux faire autrement, en fait. Ok. Ça reste un outil de la préparation physique et un outil de puissance, un outil d'extension de hanche. Mais et après, nous, on peut faire des variables. Tu vois, par exemple, ça peut être de l'haltéro ou tu peux arriver en fente, ou des choses qui ne sont pas de l'haltéro traditionnel, qui sont adaptées plus à l'athlétisme ou à la course en sprint. Mais l'haltérophilie n'est pas pour moi, ça reste un outil, c'est pas une méthode exceptionnelle, quoi. Déjà, aussi, il faut apprendre le mouvement, quoi. C'est-à-dire que si tu as des athlètes qui n'ont pas un passif de préparation physique et que tu dois leur apprendre le mouvement, déjà, il faut que tu prennes du temps pour leur apprendre le mouvement avant de pouvoir mettre de la charge. Ok. Moi, ils en font pas beaucoup de l'haltéro. D'accord. Quand on nous parle de vitesse, généralement, pour revenir un peu à l'haltéro, on essaie de développer le maximum de force et de vitesse dans un temps donné, donc le fameux RFD. Ouais. Le taux de montée de force. Ouais, le taux de montée de force. Ça, généralement, on nous dit qu'il faut le travailler si on veut le développer. Comment on appelle ça, en étant en forme, pas fatigué. Ouais. Voilà, je cherche mon mot, c'est frais. Mais on le sait, dans les sports co, alors en sprint c'est particulier, mais dans les sports co, à moins que tu sois à la première minute de jeu et que tu aies un ballon, un truc extraordinaire, tu le feras toujours sous fatigue. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce qu'il faut le faire de temps en temps avec de la fatigue, ou il faut vraiment rester toujours sur un fond de fraîcheur? Ton avis perso? Alors, c'est la discussion que j'avais eue avec un prépa physique au rugby, où c'était, lui, il me disait, en fait, moi, ça m'intéresse pas forcément. Il avait raison. Moi, ça m'intéresse pas forcément qu'il court très vite une fois dans le match. Je préfère qu'il court à 2-3 km/h moins vite, mais qu'il me le fasse genre 15 ou 20 fois. Ouais. Et en soi, il a raison. Par contre, si tu veux monter tes curseurs, au bout d'un moment, il faut que tu montes aussi ta vitesse maximale, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je peux pas demander à un athlète de courir à 35 km/h 20 fois si sa vitesse maximale, elle est à 34 km/h, tu vois. Il y a un non-sens, en fait. Là, c'est pas normal. Tu peux pas. Ouais. Donc, en fait, au bout d'un moment, si tu veux travailler sur l'énergétique, en fait, si tu travailles sur l'explosivité avec de l'énergétique, tu sais que de toute manière, il va y avoir une chute.
Mais il faut quand même monter en fait tes valeurs maximales, quoi. C'est-à-dire soit monter ta VO2 max, soit monter ta vitesse maximale, etc. Ok. Donc, pour moi, sur les sports co, il faut faire un premier... quand tu as le temps de faire du développement, et en sport collectif, il n'y a pas beaucoup le temps de faire du développement, bah, là, à ce moment-là, il faut faire du travail de qualité. Alors, il y a des séances énergétiques qu'il faut faire. Hein. Il faut faire du travail de qualité, où là, tu travailles ta vitesse maximale, où là, tu prends le temps de récupérer. Et ensuite, en match, après, bah, tu essaies de maintenir et tu fais du fond en énergétique, tu vois, parce que de toute manière, le match, c'est un entraînement. Mais ça, c'est très, très dur pour les sportifs et les sportives que j'ai en sport co. C'est très, très dur de les faire... de leur faire comprendre que quand tu fais des 20 mètres ou des 30 mètres en axel, ou quand tu fais des 50 mètres plus longs, de leur faire prendre conscience qu'ensuite, il ne faut pas récupérer 30 secondes. Quoi. Ouais. Faut récupérer. Longtemps. Voilà. Et il y a aussi ce facteur que en sport co, ils le savent sans le savoir, les sportifs, mais en fait, ils savent qu'il faut enchaîner les efforts explosifs. Donc du coup, ils se mettent des brides déjà, eux-mêmes, sans le savoir. Okay. Ils s'en mettent. Et en fait, le but, c'est d'arriver à faire que ces brides, elles s'enlèvent et que tu leur dis, OK, bon, là, on va avoir un 40 mètres en côte, mais là, c'est plein gaz, quoi. Là, c'est à 110% de ce que tu peux mettre, quoi. C'est pas à 95, quoi. C'est vraiment à fond, quoi. C'est à fond, à fond. Et en fait, des fois, mais en demi-fond, on a ce problème. Hein. En demi-fond, ils n'arrivent pas, au niveau du système nerveux, à vraiment envoyer le maximum de... Alors, il n'y a pas que le système nerveux aussi, tu as le type de fibre que tu as, etc. etc. Ouais. Mais de vraiment avoir l'intensité maximale sur un moment très, très court. Tu vois. Vraiment, c'est l'explosion. Alors, tous ceux qui font des sports d'explosivité comprendront ce que je dis. Les autres, peut-être un peu moins. Mais quand tu fais des sports d'explosifs et que tu mets toute la patate d'un coup et tu sens il y a tout ton corps qui fait le mouvement et que c'est extrêmement explosif, tu vois, c'est ça dont je parle. Ah ouais, je vois très bien. Moi, j'avais eu des difficultés avec des sportifs où on leur disait non, ok, récupère. Par contre, quand tu vas, quoi. Genre, ils ont l'impression d'être à fond, mais pas du tout. Exactement. Et ça, en fait, il faut arriver à faire casser ces barrières-là, tu vois. Ouais. Et après, il y a aussi des athlètes en athlétisme qui ont des difficultés là-dedans. Ok. Ouais, j'avais lu une étude à l'époque, parce que moi, j'avais fait mon meilleur de master, j'avais utilisé cette méthode-là. J'ai un trou de mémoire sur le nom de la méthode, mais bref. J'avais déjà raconté dans un épisode, mais je t'attache à une chaise, je mets des électrodes sur la cuisse, je te demande de contracter, et je t'envoie la patate pour voir la différence entre la contraction volontaire et la contraction subie. C'est ça. Et voir combien t'as. Et en fait, tu vois que oui, ceux qui font des sports explosifs, que ce soit haltéro, sprinter, ou alors des gens qui font beaucoup de la force max, style powerlifting, ils arrivent à des taux qui sont au-dessus de 95%. De ce qu'ils peuvent faire réellement, structurellement, ce que peut faire leur muscle. Quasiment, ils sont à 100%. Alors, il y a toujours un tout petit delta, mais on y est très très proche. Et par exemple, tu prends un trailer, je prends l'exemple vraiment opposé. Hein. Lui, il va réussir à contracter entre 25 et 30%. C'est ça. T'as envie de dire, mec, il manque 70. Mais c'est juste qu'il est calibré par rapport au type de fibre, etc., et au niveau nerveux, à les contracter, mais sur une durée tellement immense qu'il ne peut pas contracter à 100%. Donc, il se bride totalement inconsciemment pour réussir à créer son effort. Et donc, si je comprends bien, en sport co, il faut essayer de péter cette bride pour les faire monter un peu plus. En fait, en sport co, les prépas... Sur imposition, la méthode. Putain, voilà, j'avais sur condition, sur imposition. En sport co, les prépas, en développement, en début de saison, ils vont presque tout faire sous fatigue. C'est-à-dire qu'ils vont faire des sprints sous fatigue, ils vont faire... peu importe que ce soit la course ou que ce soit machin. En 3 semaines, il faut tout faire. Et en fait, là, si tu fais tout sous fatigue, en fait, tu peux pas récupérer, quoi. Nerveusement, physiologiquement, tu peux pas, en fait. Et donc, du coup, après, il y a cette culture de tiens, on fait le parcours sportif avec les plots, avec la fameuse échelle de rythme. Tu peux nous en parler. Catastrophe. Et après tu reviens et après tu repars, quoi. En fait, tu fais tout à 50-70%, quoi. Non, et des fois il faut faire des choses où tu vraiment, c'est là on y va, quoi. On y va et on récupère, quoi. Et c'est aussi pour ça que en NFL
ils n'ont pas du tout les mêmes entraînements hein, que les sports collectifs. De parce qu'ils ont des grosses périodes de développement, que leur jeu, ça va se jouer pendant quoi 15, 20, 30 secondes. Donc ça va être très explosif. Évidemment qu'au rugby, tu peux jouer pendant presque 40 minutes, entre guillemets, non-stop. Au foot, pareil. Mais par contre, les gars en NFL, pour les avoir vus réellement, c'est vraiment des athlètes, quoi. C'est-à-dire qu'ils sprintent comme des sprinters, quoi. Par contre, quand il faut tourner, ça tourne. Quand il faut freiner, ça freine. Ils savent faire. Au rugby, il y a même des joueurs professionnels de top 14, une très très grande partie, voire une très grande majorité, voire pas tous parce qu'il y en a qui courent bien, mais qui savent pas courir, quoi. Qui savent pas. Après, évidemment, ça dépend du poste. Mais hormis quelques joueurs comme Antoine Dupont, Damien Penaud, qui savent vraiment courir, alors peut-être que soit on leur a appris, soit ça a été, j'aime pas dire inné, mais naturel chez eux. Voilà, j'aime pas dire ça. Mais les autres, quand tu vois des premières lignes qui sprintent en attaque-talon, tu fais... Ouais, mais après, quand ton seul moyen de freiner, c'est de te prendre un pilier en face, t'as pas besoin. Oui. C'est un exemple que je donne, en fait, tout le temps. Quand je commence à... Alors, pas les athlètes, mais quand je commence à avoir en prépa des sportifs, des sport co, et que je dis, vas-y, cours. Genre, juste, je regarde comment ils courent. Je regarde comment ça sprint. Je fais OK. Et là, j'essaie d'avoir un peu de pédagogie. Je dis OK, quand tu fais de la corde à sauter, comment tu mets ton corps? Et je dis vas-y, fais de la corde à sauter. Et évidemment, là, il se met quoi sur l'avant? Il se met sur l'avant de son pied et il fait de la plio. Je dis voilà, faut courir comme ça. Comme quand tu fais de la boxe, tu fais de la corde à sauter. Et après, je dis voilà, moi, je vais t'expliquer comment tu cours. Lève tes orteils. Et maintenant, essaie de faire la corde à sauter. Et là, ils sont sur leurs talons. Et en fait, ils font ça, il y en a qui arrivent à décoller, il y en a qui n'arrivent même pas à décoller, et ils font une sorte de flexion du genou, flexion de la hanche, et ils disent mais c'est impossible. Je fais voilà, tu cours comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux pas les grands discours de dire faut courir comme ça ou comme ça, faut montrer aussi aux athlètes. Donc moi, je leur fais ce test de la corde à sauter. Je fais voilà, tu cours comme ça, c'est aussi efficace. Ce que tu fais, c'est aussi efficace que quand tu fais de la corde à sauter sur les talons en levant les orteils. Super malin. Donc si ceux qui écoutent ce podcast, mettez-vous sur les talons, faites de la corde à sauter et vous verrez que c'est pas possible, quoi. Tu vois, Et même quand tu fais du saut sur les talons, tu te rends compte, ne serait-ce qu'en termes de vibration, que ça te fracasse au niveau des genoux, de la hanche, du dos. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et dès que tu sautes sur la pointe, tu sens plus rien. Tu te dis bon, ok, il se passe quelque chose, quoi. Bah quand les athlètes, tu les mets, même ceux qui sont lourds, hein, tu les mets sur l'avant du pied et même ils rebondissent, ils ont l'impression d'être légers, en fait. Ouais. Donc, si tu es sur ton talon, tu supprimes une articulation de ton corps. C'est-à-dire que tu supprimes la cheville. Donc, tu travailles que avec ta hanche et ton genou. Si je pars du bas du corps, évidemment, le haut du corps interagit. Hein. Mais pourquoi ne pas utiliser les 3 articulations, en fait? Donc, juste ça, en fait, quand je te disais, il y a des bases vraiment à avoir, c'est vraiment ça, quoi. Okay. En fait, si tu peux pousser la chose beaucoup plus loin. Ok. Et donc, j'ai compris par rapport au fond de fraîcheur. Je pars sur les sports de combat. Nous, les sports de combat, tu vas avoir, particulièrement le judo, celui que je maîtrise le plus, hein, tu vas avoir des grosses phases isométriques, avec d'un coup une phase plio où tu vas exploser le plus fort possible pour passer sous l'adversaire derrière, pour lancer la projection. Mais tu as cette énorme phase iso qui te détruit métaboliquement. Est-ce que ça reste pertinent pour travailler métaboliquement d'aller faire du sprint sur ces athlètes-là, d'après toi? Déjà, ce que tu dis, ça ressemble énormément à du statodynamique quand même. Ouais. donc, nous, on en fait aussi. On peut en faire, c'est une méthode aussi, le statodynamique. Mais le sprint, ça reste un mouvement naturel et inné. Que presque, quand tu es enfant et tu passes de la quadripédie à la bipédie, en fait, tu n'es que sur un mode de je sais pas trop ce qui se passe et je suis en équilibre, quoi. Ouais. Et si tu regardes les enfants, quand ils commencent vraiment, quand ils commencent à marcher, ils tombent. Ouais. Et donc, en fait, déjà, ils courent pour se rattraper avant de savoir marcher. Donc, en fait, tu sais presque courir avant de marcher. Bon, tu cours, tu tombes, ok, mais tu sais presque courir avant de marcher et après, ils marchent et après, il court.
Donc, tu vois, il y a quand même ce truc où c'est extrêmement inné. Donc, en fait, la course, ça reste un travail de la course en sprint, ça reste un travail de base très intéressant, même pour des judokas, où les judokas en soi, ils courent pas. Tu vois, au judo, tu cours pas. En lutte, tu cours pas. Mais ça reste un mouvement où tu vas faire travailler tes hanches, tes épaules, etc., etc. Et ça peut être aussi un jeu. Par exemple, moi, j'ai eu la préparation physique du pôle France de gym aéro. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est la gym aéro, c'est des sportifs qui, pendant 1 minute 20, font des chorégraphies avec des sauts, des réceptions. C'est extrêmement explosif, extrêmement pliométrique, extrêmement intense, très lactique. Et je crois qu'on avait fait ça 1 ou 2 séances. Je dis, OK, on va se mettre en côte de maintenant à là-bas, en sprint. Et en fait, ça change aussi un peu les airs, quoi. Tu as tout le temps l'habitude de faire ça, etc. Pourquoi la côte ? Parce que en fait, quand tu cours en côte, tu as très peu de risque de blessure. Parce que tu prends le sol plus tôt que quand tu es à plat. Donc, tu as des temps de compte. Impacts. Tu limites l'impact, mais surtout, déjà, tu te freines. Parce qu'en côte, tu peux pas aller aussi vite que sur le plat. Et ensuite, tout à l'heure, on parlait du temps de vol et du temps de contact au sol. Et là, en côte, en fait, tu as des temps de vol plus courts et des temps de sol plus longs. Parce que en fait, c'est un peu comme si tu faisais que de l'accélération. Donc, tu as beaucoup moins de risques de blessure. Voire, franchement, en 10 ans d'entraînement de sprint, je crois que j'ai eu une fois une blessure en côte, et c'était parce que le sol était mouillé et que le pied il a lâché, et du coup il s'est fait mal au mollet parce que le pied il a lâché, tu vois. Je sais pas si tu visualises un petit peu, quand ça glisse là comme ça. Mais en côte, sinon tu travailles à puissance maximale, tu travailles ta course, tu travailles ton intensité maximale, tu peux pas te blesser. Les côtes, j'adore. Et il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin d'argent. On a tous des côtes, à part si tu habites au fin fond du Berry, tu vois. Mais à Marseille, on a ce qu'il faut. Voilà, à Marseille, on a ce qu'il faut. Après, tu peux gérer les côtes. Plus ta côte est plate, plus tu vas aller sur de la vitesse. Plus ta côte est pentue, plus tu vas aller sur de la puissance. Évidemment, si tu veux travailler la force, tu sais, sur le ratio, les spectres force, puissance, vitesse, la côte, ça reste quand même ça reste quand même vraiment du côté vitesse, quoi. Voilà. Ok. Tout ce qui est travail de montée d'escalier, on reste dans ce thème-là. Ouais, c'est intéressant. Après, une marche par une marche, pas forcément très intéressant parce que quand tu cours, tu fais pas des foulées de 20 cm. On en revient à l'échelle de rythme. C'est exactement la même chose. À part si un jour il y a quelqu'un qui sort une échelle de rythme avec des écarts d'au moins, je sais pas, au moins 1m20, quoi. Au moins ça, quoi. Voire minimum 1m50, quoi. Parce qu'il y a une différence entre travailler la fréquence à très basse amplitude et travailler la fréquence avec des amplitudes normales, voire des grandes amplitudes, quoi. Tu peux expliquer ? C'est Jacques Piacenta qui disait montre-moi comment tu bondis, je te dirai comment tu cours. C'est pareil. Tu mets une échelle de rythme. Échelle de rythme, je crois que c'est des écarts de 30 ou 35 cm. Ouais, quelque chose comme ça. Ça dépend des échelles, mais c'est petit. Évidemment, tu vas avoir une fréquence énorme. Tu vas peut-être être sur 5 Hz, c'est énorme. Par contre, est-ce que tu vas avancer vraiment vite ? Est-ce que tu vas aller vite dans ce sens-là, en fait ? C'est-à-dire comme ça. Donc, en gros, je te fais une course avec un gars qui fait un départ avec 50 mètres d'échelle de rythme et un autre où je lui dis, tu fais des foulées bondissantes pendant 50 mètres. Qui va gagner ? Les foulées bondissantes, ok, tu feras peut-être des foulées bondissantes de 2 mètres, 2 mètres 30, 2 mètres plus. Le triple sauteur, c'est énorme. Évidemment, il y aura des temps de contact au sol énormes en foulée bondissante, mais le transfert de force et force horizontale et comment tu te déplaces vers l'avant, en fait, c'est ça aussi, quoi. C'est l'amplitude articulaire. Et en fait, l'échelle de rythme, c'est joli, c'est sur Instagram. Mais en fait, en termes de transférabilité sur le terrain, il y en a peu, voire aucune, quoi. Okay. Donc après, pour des kinés, avoir l'échelle de rythme, pour réathlétiser une cheville, pour faire droite-gauche-droite, devant-derrière, ok, tu vois, ok. Mais l'échelle de rythme, si tu veux courir vite, sors pas une échelle de rythme, quoi, en fait. Enfin, sors autre chose. Hein. Et pour faire la coordination, du coup. Parce que c'est pour ça. Mais la coordination de quoi ? Ça.
La coordination de quoi? J'ai jamais su. C'est, Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. moi, la coordination, enfin, si on parle de la coordination du mouvement de la course, donc c'est-à-dire un pied au sol, un temps de suspension, un pied au sol, l'autre pied au sol, un temps de suspension, etc. Si on parle de cette coordination-là, du geste pur, que tu regardes de dos, de face, de profil, voire d'en haut, bah, en échelle de rythme, il n'y a aucune utilité, quoi. Il y a d'autres choses à faire pour aller en échelle de rythme. C'est là où, en fait, le mouvement, si avec des consignes claires, tu ne peux pas le modifier quand l'athlète est à vitesse maximale, le but à vitesse maximale, c'est de ne pas réfléchir. Si ce mouvement, tu peux pas le modifier, parce que peut-être qu'il n'a pas compris que en fait, le bras de pas être là, il devait être là, ok, ensuite, tu retournes en salle de préparation physique, tu remodifies ce qui va ou ce qui ne va pas, plutôt ce qui ne va pas, et ensuite, tu reviens sur le terrain, et là, tu vois si ça s'est amélioré. Alors évidemment, tu peux modifier des choses en courant pour avoir des intentions. Par exemple, nous, on peut travailler parfois avec des plots. Ouais. Moi, je travaille avec des plots, soit par exemple pour faire de la surfréquence, donc faire travailler les athlètes leurs pieds et arriver à dire, OK, j'impacte le sol et dès que j'impacte, j'enlève. C'est à peine j'impacte que j'enlève. C'est tout. Ou à l'inverse, d'autres qui avaient plus besoin d'avoir des amplitudes un tout petit peu plus grandes, où là, ils viennent tirer un peu plus dans leurs épaules, ils viennent tirer un peu plus le genou vers l'avant, etc. Okay. Mais ça reste, tu vas faire plus 5% et moins 10%. Oui, c'est pas... Enfin, en gros, tu as une foulée de optimale. On va prendre des chiffres simples. Tu as une foulée de 2 mètres 0,0. Tu vas pas dépasser les 2 mètres 10 en suramplitude. Parce que après, tu vas trop modifier le mouvement. Et après, c'est de la foulée, du bondissement. Après, c'est du bondissement. Ouais. C'est plus de la pliométrie. Ouais, je vois. Ça va passer en cycle arrière, ça va passer les épaules en arrière, ils vont jeter la jambe pour arriver à prendre le sol. Donc la technique va trop se détériorer. C'est un peu comme le chariot, en fait. C'est un peu la même chose, quoi. Si tu veux rester à vitesse maximale avec un chariot ou si tu as un 10-80, faut pas mettre très très lourd, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, si tu mets trop lourd, tu vas détériorer. Par contre, c'est intéressant de mettre très lourd quand tu veux renforcer la cheville, quand tu veux déplacer de la masse. Tu peux mettre des charges très 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 lourdes, presque en marchant. Par contre, quand tu marches, après, c'est plus de la pliométrie. Ouais, je vois. Donc, tu vois. Donc déjà, il y en a, par exemple, ils poussent des sleds à 80 kg, 90 kg. Ok, mais c'est de la marche. Ouais. Ok, ça ressemble plus à un squat, on va dire, un split squat, que à du sprint, en fait. Ouais. Ok, c'est pas parce que tu es avec un sled en train de pousser et tu fais une extension de hanche et de l'autre côté tu fais une flexion de hanche que c'est du sprint. Ouais, tu vas plus être là sur une notion de renfort qui va améliorer voilà, ton gainage de hanche, de cheville. Tu vas être sur du renfort ou sur je suis sur une grande amplitude et j'essaie de contracter en concentrique ça que sur de la course. Je te raconte une anecdote sur les chariots. Je suis étudiant avec Anne Ruby, que tu dois peut-être connaître, qui était sur Lyon, qui nous faisait les cours de vitesse. Super prof d'ailleurs, j'espère que je l'aurai un jour dans l'émission. Et on fait des tests de 10 mètres lancés justement ce jour-là, 10, 20 mètres lancés et je ne sais plus quoi encore. Et elle nous dit, ok, vous prenez votre perf du jour, vous avez un chariot, vous l'attachez avec la ceinture, ou je ne sais plus si c'était un harnais ou la ceinture, et vous allez chercher le poids parfait pour dégrader de 10% cette perf. N'allez pas au-delà, sinon techniquement après tu te dégrades trop. Moi je fais mon 10 mètres lancé autour des 14 et je commence à mettre le chariot. Je fais un passage à vide. Et je me rappelle, j'avais mis 3,5 kg et ça me dégradait de 10%. Et j'ai souvenir d'un pote de promo, Anthony, je te passe le bonjour et sans rancune. J'étais un petit peu impulsif à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Et lui, il avait 15, 20, 25 kilos, je sais même plus. C'était énorme le poids qu'il avait mis par rapport à ce que moi j'avais. Et il rigole en me disant, ouais, putain, toi, à 3,5 kg, t'es déjà à ton max, quoi. Et je dis, ouais, mais moi, tu mets 20 kilos au cul, je cours toujours plus vite que toi à vide, quoi. Ça l'avait un peu choqué. Et effectivement, tu voyais deux profils. C'est ça. Avec moi qui ai un profil totalement sur de la vitesse pure. Et lui sur de la force. Sur les épreuves de force, il me tuait. Et donc, je te dis, ok, t'as ça. Et après, autre différence sur les profils que j'avais remarqué pendant ce semestre-là, et que j'ai remarqué un peu en judo, mais je l'ai très peu testé, c'était plus par curiosité qu'autre chose, c'est le temps d'appui au sol. C'est-à-dire que
je reprends l'exemple d'Anthony et de moi, tu vois, ça fait un bon parallèle. Moi, je saute très haut. Par contre, quand je fais du drop jump, donc je saute d'une certaine hauteur, je me laisse tomber et je rebondis. Ouais. Je vais rebondir très très haut. Mais par contre, j'ai un contact au sol qui est dégueulasse autour des 250-300 millisecondes, quoi. Mais par contre, je m'envole. Hein. C'est long. Je m'envole. Et lui avait un temps de contact au sol instantané, mais par contre, il décollait pas, quoi. Ouais. Et je me souviens que j'ai pas validé ce test parce qu'il fallait être en dessous des 250 et j'étais incapable de faire ça. Pour être dans la plio, en fait. Ah ouais, impossible. Comment est-ce que tu bosses sur quelqu'un qui soit est trop explosif et qui monte pas, ou un mec qui est justement qui s'écrase, qui monte haut? Bah, ça, c'est déjà les profils que tu vois quand tu cours. Il y en a qui ont des profils où ils aiment rester au sol. Ouais. Ils aiment rester au sol, les pieds ils se posent presque à plat. Tu vois, c'est long, ça avance, hein, certains. Et d'autres qui ont des profils où ce qu'on appelle nous au travail en pied, où en fait c'est des gazelles, quoi. C'est à peine le pied il se pose que le pied il est déjà plus au sol, quoi. Mais il y a un peu moins d'extension de hanche, quoi. Et sur ça, et bah en fait, bon, si tu as un profil de quelqu'un qui arrive à avoir des temps de contact sol très très courts, donc ça c'est bien, mais qui monte pas très haut. C'est-à-dire qu'il a des temps de contact très très courts, mais il n'y a pas beaucoup de transfert de force. Bah là, elle est plus sur de la force, c'est-à-dire elle est plus sur des choses de force maximale ou force puissance en squat ou en fente, ou voilà, tu vois. Ou même le faire sauter avec un gilet lesté. Ça dépend ce qui est spécifique ou non spécifique, quoi. Oui, bien sûr. La tâche la plus spécifique et la tâche la moins spécifique. Et à l'inverse, si tu as, comme toi, un temps de contact au sol extrêmement long, mais par contre tu t'envoles, et ben là, travailler par exemple pliométrie, un pied à la corde à sauter. Ok. Tu vois, tu fais la corde à sauter, un pied. Et après, tu fais où tu mets des tout petits plots et tu fais des tout petits cloches, mais là en pied, jambes tendues. Pas de cycle de jambes. Tu fais ça, tac, dans tac, l'échelle tac, de tac. rythme. Là, tu peux. Là, tu peux dans l'échelle de rythme. Là, on peut acheter une échelle de rythme pour ça. Ouais, donc en gros, partir du profil que tu as du coureur et mettre des choses adaptées. Partir du maillon faible, de qu'est-ce que tu as en fait, qu'est-ce qui fait que tu bloques, qu'est-ce qui fait que ça bloque en fait, et en gros avancer, quoi. Okay. Et il y en a, il y a des entraîneurs qui vont travailler uniquement le ou les points forts de leurs athlètes. Et du coup, ça crée énormément de confiance, etc., etc. Moi, je fais pas ça. Je vais travailler plutôt les points faibles, les facteurs limitants. La problématique de ça, c'est que tu es presque tout le temps dans l'entraînement, dans l'échec, et psychologiquement, c'est extrêmement dur. Donc, il faut arriver en fait à un peu varier ça, ou dire, ok, bon, lui, il est vraiment bon sur des départs, ou sur de la vitesse maximale, ou sur des bondissements. Ok, allez, il va en faire, il va prendre de la confiance. Il va se dire, ouais, je suis fort, je me sens bien. Ouais. Ok, et après, on va refaire des trucs où il est un peu moins bon, quoi. Parce que si tu fais tous les jours, ça, je l'ai eu fait, hein, ça, c'est des erreurs et tu apprends et après, tu fais autrement, tu vois, en tant que prépa, entraîneur, etc. Mais quand tu fais tous les jours les choses ou les entraînements techniques, énergétiques, de mobilité, tout ce que tu veux, de l'athlète où il est nul, au bout d'un moment, c'est vrai que... c'est décourageant. Ah ouais, c'est décourageant. C'est décourageant. Donc, il faut arriver à... ce jeu entre le bon et le mauvais, quoi. Et après, ça dépend du profil, tu vois. Il y a des athlètes qui n'ont pas forcément confiance en eux et que tu as besoin qu'ils soient en confiance et du coup, tu vas plus axer sur là où ils sont forts. Et tu en as où, en fait, vas-y, c'est pas grave, quoi. Ça, c'est... pas grave. Ok. Je change complètement de sujet, on reste dans la vitesse, mais comment est-ce que tu planifies le développement de la vitesse ? Est-ce que ça se planifie déjà ? Oui. Alors, nous, on a la chance en athlétisme, ce qui est complètement différent avec les sports collectifs, tu vois. Mais on a la chance en athlète d'avoir des périodes de développement longues. Donc, en gros, on va faire septembre, octobre, novembre de développement. Après, au mois de décembre, tu peux avoir quelques compètes. Voilà, des petites compètes sans grand enjeu. Janvier, ça commence à être un peu plus sérieux. Et au mois de février, c'est vraiment, vraiment, vraiment sérieux avec les championnats internationaux qui sont après. Février, mars.
Ensuite, tu as avril, une autre phase de développement. Mois de mai, les interclubs avec des compètes plus ou moins sérieuses. Et ensuite, juin, les compètes sérieuses. Et juillet, les championnats de France. En gros, c'est ça. Ok. Donc, on a quand même la chance d'avoir presque 6 mois de période de développement ou de période de compétition, mais tu peux encore faire du développement, quoi. Ok. Donc, tu as le temps. Avant 2020, je faisais la méthode très franco-française que j'avais appris dans les formations fédérales, les formations d'État, les diplômes d'État que j'avais passés, etc. Où on t'apprenait à faire des périodes de développement, des périodes de pré-compète, des périodes de compète, avec soit tu peux planifier, par exemple dans la force, en préparation physique musculation, tu peux planifier de l'hypertrophie, de la puissance force, de la puissance vitesse, de la vitesse, du statodynamique, tu vois, de la plio, voilà, tu fais comme ça. Après, tu peux mettre des séances de VO2, etc. Voilà. Et après, en 2020, juste un peu avant, j'ai eu un athlète dont je te parlais tout à l'heure, en fait, qui est arrivé vers moi. C'était, je crois, octobre 2019. Et lui, déjà, en fait, il était pété de partout, tu vois. Donc, Et cette année-là, il y a eu le Covid. Ouais. Et donc, en fait, là, j'ai complètement changé ma méthode Mais vraiment, j'ai tout changé. Où, en fait, je suis parti de un mec qui est blessé, qu'il ne faut pas qu'il se blesse à l'entraînement et en compète, avec aucun matériel, quoi. Parce qu'en le Covid, on n'avait aucun matériel. Donc, je suis beaucoup allé sur l'ISO. Mhm. Beaucoup. Et qui est un outil trop peu utilisé parce que c'est pas fun et parce que c'est pas instagrammable, mais c'est d'une puissance vraiment importante. Et en gros, sur la reconstruction, je vais pas dire au jour le jour, mais au moins à la semaine, 2 semaines, quoi. Et en fait, maintenant, je fais plutôt comme ça. C'est-à-dire que je regarde ce qu'ont besoin les athlètes à l'instant T, on va dire, sur une semaine ou un mois. Ouais. Et je planifie sur ça, je sais que de toute manière, il y aura les compètes au mois de janvier, tu vois. Je sais. Je regarde ce qui va pas. Et ensuite, je fais les programmes et je lance la planification comme ça, quoi. Mais avant, j'avais des planifications planifiées sur 6 mois, quoi. Et en gros, c'était comme ça. Alors évidemment, tu adaptes. Mais j'avais, on va faire 3 semaines d'hypertrophie, 6 semaines de force, blablabla. Là, on va faire 3 semaines de bloc. Après, on va faire 4 semaines de vitesse max. Après, non, là, je fais plus comme ça. Comme ça. C'est-à-dire que si au mois de... Si je vois avec des tests comment il court, que c'est les starting blocks qui vont pas, on fait les starting blocks et associés, c'est-à-dire la préparation physique associée. Voilà. Si je vois que c'est son mouvement à vitesse max qui va pas, on fait de la vitesse max avec la préparation physique et la mobilité associée. Si je vois qu'il y a des risques qui se blessent parce que le mouvement est pas bon, en fait, moi, j'avance comme ça. Ouais. J'avance plus en tableau. Alors, c'est le tableau, de faire un tableau de programmation et de planification sur 6 mois ou sur 1 an. L'avantage, c'est que ça te rassure. Parce que tu l'as écrit. Ouais. Tu ne suivras jamais vraiment. Tu ne suivras jamais vraiment, mais tu l'as écrit et voilà, et ça te rassure et c'est joli. Et c'est assez plaisant, tu vois, de faire un tableau Excel. C'est ce que j'ai mis, moi, dans mes mémoires de diplôme que j'ai présenté. Mais je suis pas sûr que ce soit le mieux pour les athlètes, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Et quand tu travailles, par exemple, sur un cycle que de starting block ou de vitesse max, est-ce que tu n'as pas peur que le reste se désentraîne? Est-ce que tu fais des piqûres de rappel ou est-ce que tu n'as jamais observé ça? Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je parle du sprint, je ne vais pas parler de la prépa physique avec les sportifs en sport co que j'ai. Mais en sprint, le tronc commun, c'est-à-dire la base, c'est la vitesse maximale. Et après, tu parles de la vitesse maximale, et soit tu peux améliorer l'accélération, soit tu peux améliorer le temps sous tension, ou améliorer cette vitesse maximale, quoi. C'est-à-dire que si tu vois déjà un athlète qui a des objectifs X, mais qui ne sont pas corrélés à ce qu'il peut faire en vitesse maximale, c'est mort. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a quand même
Tout à l'heure, je parlais des 30 mètres fly. C'est un peu un test international. Tu sais que si tu fais pas un 30 mètres fly en... allez, je te donne un exemple. Un athlète qui court en 12 secondes. OK ? Et il veut courir à long terme, il veut courir en moins de 11 secondes. Donc 10 quelque chose. S'il fait pas le 30 mètres fly en moins de 3 secondes, Il est mort. à l'entraînement, après il y a toujours le temps, la vitesse max à l'entraînement, la vitesse max en compète. Bien sûr. Mais c'est quand même assez proche. Si tu as un athlète qui fait 3,30 au 30 mètres, 3 secondes 30 au 30 mètres fly, il va pas faire 10,50. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, c'est métrique, tu vois. Ah ouais. C'est physique. Bah ouais, en fait, c'est des maths, quoi. Si ta balle, elle part pas à telle vitesse, elle atteindra. Bah, en fait, c'est des maths, en fait. C'est des maths, quoi. Tu peux avoir une bonne accélération. Moi, j'ai vu des footballeurs qui avaient des accélérations, ou plutôt footballeurs, et qui avaient des très, très grosses accélérations. J'ai été surpris par des footballeurs avec des accels sur 10 mètres, mais impressionnant. Par contre, après, au bout de 15 mètres, 20 mètres, déjà, il n'y a plus rien, quoi. Tu vois, quand on parle de F0, V0, etc., c'est top sur 10 mètres, mais c'est aussi leur sport, quoi. C'est des foulées très très petites, ça reprend le sol très très tôt, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, ça part en cycle à l'air tout de suite, ça se redresse. Mais après, la vitesse max, elle est à 30 km/h à peine, quoi. Donc, pour moi, c'est la vitesse max. Le gold, tu vois, c'est en gros, et une vitesse max haute, homme ou femme, et après, est correct, tu vois, propre, correct. Et après, tu peux le tenir longtemps dans le temps de soutien ou avoir une meilleure accélération, quoi. Je te pose une question, je ne sais pas si c'est dans tes compétences, mais tu n'hésites pas à me dire si c'est compliqué. Donc on parle de vitesse de course, mais il y a des sports où la vitesse la plus importante, c'est le haut du corps. Je prends typiquement la boxe. Ok. Est-ce que tu penses que la façon dont on bosse le sprint sur le bas, dans la logique, pas forcément dans les exercices, on ne va pas te faire du cloche-pied sur un bras, du cloche-bras du coup, je ne sais pas si on peut appeler ça cloche-bras. Mais est-ce que dans la logique, tu penses que c'est pareil, ou est-ce que vraiment c'est un autre monde? Il y a une petite différence, c'est que nous, dans le sprint, en courant, tu passes extrêmement vite et d'une manière extrêmement brutale, d'où aussi les blessures, d'une chaîne ouverte à une chaîne fermée. Donc, ça, c'est vraiment très, très brutal et ça, c'est vraiment intéressant à comprendre. Quand tu poses ton pied au sol, tu es sur cette chaîne fermée et ton pied, il a 0 km/h et ton corps, il avance. Et les meilleurs, les meilleurs sprinters, ils sont à plus de 40 km/h et les meilleurs joueurs de sport collectif, ils sont à plus de 35 km/h. Donc ton pied, il est à 0 km/h, ton corps, il avance. Quand ton corps est avancé et quand ton pied quitte le sol, ton pied, il faut qu'il revienne devant, pas pour la prochaine foulée, pour la foulée plus 2. Parce qu'en fait, après, tu vas poser l'autre jambe. Donc ton pied doit revenir plus vite que ton corps. Donc en fait, tu passes de, toi, tu es à 35, à le pied quitte le sol, il doit repasser devant, et ton pied, en fait, il va aller à peu près, je crois, à ses 60-70 km/h. À certains moments. Ça dépend comment tu fais une flexion-extension du genou, parce que, enfin voilà. Mais en gros, ça va se balayer énormément. C'est pour ça que, déjà, quand tu varies cette chaîne ouverte, cette chaîne fermée, que ton pied, tu sais qu'il va aller à 60-70 km/h, il n'y a pas d'exercice en préparation physique qui met autant de tension dans cette chaîne poste que la course elle-même, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire de l'iso inertiel avec en soulevé de terre, en Roman deadlift, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire du lâcher de barre sur un GHD, tu vois, un peu à la France Bosch, et c'est top comme exercice. Mais ça mettra jamais les mêmes tensions dans les ischios, dans les fessiers que la course. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc il faut aussi avoir la préparation physique en adéquation avec cette chaîne ouverte et cette chaîne fermée. Quand tu reviens, donc on revient à la boxe, ça reste de la chaîne ouverte, parce que ton point fixe, c'est soit le sol, soit ton tronc. Enfin, en gros, c'est le sol, mais sur le visage du mec. C'est le sol, et après tu bloques avec ton tronc, et c'est le point qui part. Donc c'est quand même beaucoup de la chaîne ouverte, quoi.
Mais c'est des mouvements qui se rapprochent du sprint, c'est-à-dire que quand tu regardes un boxeur, quand il va enclencher sa frappe, ça part du sol en fait. C'est-à-dire qu'il commence à pousser avec son pied, la hanche elle avance, donc elle était derrière, elle avance. Le transfert de force se fait par le tronc, ok. Et après il y a l'épaule qui part, le coude et le poing. Mais c'est pas que du poing en fait, c'est vraiment ça part du sol quoi. Et c'est un peu comme un lancer de javelot, un lancer de disque. C'est vraiment cette rotation du corps. Donc en fait, il y a une torsion du corps, du tronc, et après une détorsion qui fait que en gros l'élastique il se lâche et ça part tout seul quoi. Donc dire que la boxe et la course ça peut se ressembler, bon, ça serait un peu grossier de dire ça, mais il y a des similitudes. Plus la boxe et les lancers alors. Ouais. Parce que en fait, en lancer, bah, par exemple, si je prends l'exemple on va prendre le disque. Et ben en fait, tu dois avoir ton bassin en fait qui avance et ton épaule qui prend du retard. Ouais, qui arrive en dernier. Voilà, qui prend du retard. Enfin, l'épaule avec le bras, hein, mais qui prend du retard pour qu'en gros, ça crée une torsion, ça tend l'élastique. Et quand tu vas détendre l'élastique, ça va partir et ça va s'éloigner extrêmement. Okay. Ça va partir très très loin. Espérons. On fait le jour de l'ouverture des JO et surtout qu'on a c'est là qu'il faut lancer on a des lanceurs en France qui sont quand même pas mauvais quoi. Enfin je veux dire on peut faire des médailles en lancer en France quoi. Ok. Ton pronostic sur juste l'athlétisme? Il sera diffusé quand l'épisode? Fin septembre je pense. C'est bon, ok. Alors sincèrement avant tu m'aurais posé cette question là avant les championnats d'Europe de Rome. Ouais. Je t'aurais dit, pas grand-chose, franchement, on va en faire une ou deux, et encore deux, je suis très gentil. Maintenant que j'ai vu les championnats d'Europe, et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne se rend pas compte, c'est l'engagement des athlètes à la maison, surtout les jeux, quoi. Et je parierais plus sur... c'est dur de faire des pronostics avant les jeux, mais je dirais 4 ou 5, ouais. Je dirais 4 ou 5 parce qu'il y a les favoris, on les a. Il y en a qui, comme au championnat d'Europe, ils vont sortir entre guillemets, on sait pas d'où. Et je mets bien des guillemets parce que s'ils sont déjà là, c'est qu'ils sont déjà très très solides. Donc ouais, je pense qu'on peut faire 4-5 médailles. J'espère plus, mais si on peut faire, je pense qu'on peut faire 4-5 médailles. Mais à Rome, je pense qu'à Rome, il y a eu un déclic. Ouais, une émulation qui s'est créée. Ouais, je pense que ça a surpris tout le monde, même les plus hautes sphères. Même les plus hautes sphères. Ouais, tant mieux. Ok. Je vais faire la parenthèse. Est-ce que avoir un haut niveau de force max, c'est aussi obligatoire pour avoir un haut niveau de vitesse max en sprint ou en course? C'est quoi les hauts niveaux de force max? En squat ou parce que force max, c'est... Ouais, si tu veux du squat. Parce que la force max, ça peut être la F0 quand tu pars. Ouais. Ou ça peut être... donc c'est spécifique. Ouais. Ou ça peut être un truc non spécifique. Plus général. Donc genre en squat. Sur la muscu. Ok. Classique. Alors non. Ok. Presque aucunement. Je vais faire du tort à mon collègue clermontois Sébastien Maître, mais il m'en voudra pas qu'il lui prenne la force. Non. En fait, ce qui est important, c'est comment tu restitues la force. Et c'est pas parce que tu vas avoir des sprinteurs qui sont faits comme des bodybuilders, et certains ils sont vraiment solides, certains ils sont vraiment très très solides. Musculeux quand même. Ouais. Il faut être bodybuilder pour courir vite. Alors, les Anglais, certains Anglais, ils sont vraiment très très costauds. Même à l'époque, tu regardes Bolt, c'est une armoire à glace, quoi. Il fait 2 mètres. Et Christophe Lemaitre, pas tant que ça, j'ai l'impression. Après, je le connais, je l'ai jamais rencontré, donc. Tu regardes Christophe. Forcément. Alors moi, j'ai eu la chance. Christophe est de ma génération. Et j'ai eu la chance de courir avec Christophe. Alors je vais redire la phrase. J'ai eu la chance de courir derrière Christophe. Christophe en muscu, c'est naze, quoi, en fait. Mais on s'en fiche. On lui demande pas d'être fort en muscu, en fait. On lui demande de courir vite. Par contre, quand je l'avais vu en stage, c'était en stage ligue, il était là. Et en fait, quand il fait son footing, il est très pâteau. Christophe, il fait son footing, il est pâteau, machin. Par contre, quand
on commence à être sur des très hautes d'intensités, donc plus de 90%, 95% ou 100%, et que là, en fait, il met une raideur dans son corps. Donc en gros, il supprime tous les slacks. Il commence à mettre une raideur dans son corps et restituer. Là, t'as l'impression que c'est pas la même personne. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu vois un mec en footing qui est tout pâteau, tu te dis, mais il doit pas avancer un caramel. Il est quand même assez grand et assez fin. Mais dès que, tu vois, il met la raideur, le gainage est là. Et c'est tout aligné et le pied, il a un pied solide et tout, et ça transfère parce que le sprint, ça reste aussi à l'inverse des lancers en athlétisme. C'est que l'engin de la performance, c'est nous-mêmes. Donc, il faut se déplacer. Donc, c'est-à-dire que, ok, c'est bien d'être costaud, mais si t'es costaud et très lourd, pas d'utilité. En lancer, eux, c'est l'engin qui lance. Donc, bon, ok, c'est intéressant d'être svelte, mais bon, si t'as 1 ou 2 kilos de trop, c'est pas si important que ça, parce que c'est l'engin qui part, quoi. C'est l'engin de la performance. Quand tu lances ton 7 kilos, il vaut mieux en faire 150 et que ça représente un petit pourcentage de toi-même que 70. À la perche, par exemple, à la perche, tu prends 2-3 kilos, alors peu importe, du muscle, de la graisse, mais tu prends 2-3 kilos, les gars, ils sont perdus ensuite à prendre des perches, en fait, parce que si tu prends 2-3 kilos, si tu arrives plus vite, moins vite, en fait, tu prends pas les mêmes perches, quoi. Donc, en perche, par exemple, c'est très difficile, tu vois. Il faut avoir une variation de poids, faut faire attention. Donc, pour revenir à Christophe, pour revenir en tout cas à ta question de base, la force, est-ce que la force max, c'est important en sprint? Je te dirais la force maximale appliquée au sol avec une force verticale et horizontale. Si j'enlève les forces de latéralité qu'il y en a aux 200 mètres, par exemple. Mais sur 100 mètres, c'est comment tu appliques la force, quoi. C'est-à-dire que si tu as un record à 200 kilos en squat complet, ok, c'est cool, tu vois. Mais est-ce qu'il y a des transferts? Non. À l'INSEP, il y avait j'avais parlé avec l'entraîneur il y a 10 ans, avec un entraîneur d'un hurdler. Et qui avait essayé de monter des taux de force vraiment très très haut, tu vois. Et je crois qu'il était arrivé en demi-squat ou en quart de squat. Non, peut-être pas en demi-squat. En quart de squat ou en huitième de squat à genre 300 kilos. Pour un athlète, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Tu cours pas plus vite, quoi. Ouais. Donc oui, il y a peut-être, sûrement, une base de force à avoir sur principalement l'extension de hanche. Et je dis bien juste sur l'extension de hanche. Maintenant, si c'est pas ça moi je vois des gars qui courent très très vite et qui sont pas bons en muscu, quoi. Parce que là, vu que c'est toi l'engin, tant que tu as assez de force pour te mouvoir toi, c'est après comment tu appliques ces forces-là. Et surtout que souvent quand on parle de force, on parle c'est du concentrique. Ouais. En sprint, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, en sprint, il y en a très peu, voire pas, quoi. Alors, tu as en starting block, tu as l'éjection et l'éjection jusqu'au premier appui qui est un mouvement à part, qui est un mouvement acyclique. Et après, à partir du moment où tu poses le premier appui jusqu'à la fin de ta course, c'est des mouvements cycliques. Donc le départ, il est vraiment important et c'est ce qui te lance. Et quand tu pars et quand tu poses le premier appui, tu es déjà à 30 ou 40% de ta vitesse max. Donc 30 ou 40% de ta vitesse max, c'est beaucoup quand même. Donc oui, il est important à faire ce mouvement-là. Mais il faut gérer, quoi. Il y a déjà un déséquilibre. Et après, tu es beaucoup sur de la plio. Par exemple, tu vois, moi, je prendrais plus un test de force maximale ISO sur les solaires. Ok. Qui crée la force d'impulsion dans les pieds, en fait. Qui crée surtout le soutien, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, ton tibia, à l'accélération, c'est l'angulation de ton tibia qui compte et qui va réguler le reste de ton corps. Alors, évidemment, il faut avoir les capacités physiques, nerveuses et psychologiques d'accepter la chute, parce qu'un départ, c'est je chute et mon corps contrecarre la chute. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment essayer de chuter et mon corps, il va. Mais ce mollet-là, en fait, ce solaire, ce muscle mono-articulaire, il sert à que la cheville ne s'effondre pas.
Ok, alors le pire, c'est quand tu es pied plat. Mais si, en fait, quand tu poses le pied, l'articulation de la cheville ne bouge pas, et qu'ensuite, quand le corps passe, ça fait qu'avancer, bah, en fait, tu as un transfert de force énorme. En fait. Et c'est pour ça, en fait, moi j'ai vu des rugbyman soulever des charges à la presse en squat énormes. Je regarde comment ils courent, je fais vas-y, fais un test de solaire, là. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Et en haltéro, ça peut être aussi un peu comme ça, quoi. Tu fais des tests de solaire ou des tests de force de l'hallux et il n'y a rien, en fait. Alors que c'est la première chose qui touche le sol et c'est la dernière chose qui touche le sol. Et ça, c'est pas fort. Va pas faire des squats et de la presse, quoi. Parce que l'haltéro, si c'est pas fait parfaitement et en termes techniques, ben, finalement, l'extension de la cheville, on la voit très peu. Ouais. Alors, je pense que l'haltérophilie, c'est vraiment... Déjà, c'est un sport olympique à part. Clairement. Et c'est une technique à part. Hein. Enfin, moi, je l'ai vu quand j'étais à Aix. J'allais voir le pôle France c'était le pôle France junior d'haltéro. C'était des filles. Elles faisaient 50 kilos. Elles soulevaient plus lourd que moi. Hein. Et je faisais le double de leur poids, quoi. Peut-être pas le double, mais j'étais quand même lourd, quoi. Et je voyais, elles mettaient des barres, mais plus lourdes que les miennes. Mais sauf que c'était des techniques parfaites, quoi. Donc c'était le dos parfaitement droit, les phases du mouvement, elles étaient parfaites, etc., quoi. Donc c'est pour ça que l'haltéro, c'est vraiment un sport à part, quoi, en fait. C'est un outil de la préparation physique, comme la course à pied, en fait. La course à pied est un outil de la préparation physique, sauf que l'haltéro, c'est un outil de la préparation physique, mais tu vas pas t'en servir pendant ton match de foot. Que la course à pied, c'est un outil de la préparation physique, sauf que tu vas t'en servir pendant ton match de foot, quoi. Ouais. Donc... Choisis ton camp. Ouais. Ok, je comprends. Ça fait déjà plus d'1h30 qu'on parle. Ah, est-ce qu'il y a des thèmes que tu voulais aborder ou des choses que tu avais envie de partager En plus, on a fait quand même un bon tour. Bonne question. Si on reste dans les questions... Si on reste dans les questions du sprint et de la technique et de la préparation physique, intéressant. Non, aller de manière plus globale, essayer d'aller voir en fait ce que font les autres nations. Ouais. Ça, c'est intéressant. D'aller voir ce que font les autres professionnels du sport ou de la santé. Parce que dans ton métier, tu vas apprendre une certaine chose, en fait, qui est extrêmement ciblée. Mais en fait, si tu n'as pas l'à côté et l'environnement, même on ne te demande pas d'être un expert dans un environnement, mais si tu ne sais pas que ça, c'est pas bon, tu vois, c'est difficile, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai essayé d'aller parler avec... j'ai la chance d'avoir beaucoup de kinés en tant qu'amis, et on peut échanger pas mal. De travailler aussi avec des kinés, de travailler avec des podos. Donc, en plus, quand ils sont spécialisés dans le sport et quand ils aiment le sport, c'est plus facile. Et du coup, d'échanger en fait avec ça, et tu dis, dans ta spé, quoi, sur un podo, c'est... Enfin, ma collègue qui est podo, c'est extrêmement intéressant de parler avec elle du pied, de comment elle voit ça, etc. Et toi, ça te fait réfléchir aussi, etc. Et après, aussi de voir ce qui se fait dans les autres nations. Parce qu'en fait, si tu restes en mode franco-français avec les formations fédérales, même les formations d'État, même si on a des livres qui ont été traduits, en fait, tu vois pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est réducteur. Ouais, c'est... Quand tu peux voir ce que font les pays asiatiques, et après, tu peux juger, hein, tu peux juger, tu te dis, mais... Moi, j'ai vu des Chinois qui se faisaient marcher dessus pour faire des automassages, tu vois. Tu dis, ok, c'est des cultures différentes, tu vois. Au Japon... il y a des cultures différentes. Aux États-Unis, j'en parle même pas. Les États du Sud, principalement la Californie, le Texas et la Floride, c'est vraiment des États où il y a des très gros groupes de sprinteurs avec des stars dedans et des coachs qui sont presque aussi des stars. Donc, aller s'inspirer de ce qu'ils font et au moins voir, t'es d'accord, t'es pas d'accord, tu testes. Mais au moins voir ce qu'ils font, quoi. Et ou ce que fait, par exemple, les entraîneurs aux Pays-Bas. Voilà, il y a des médailles qui se gagnent. Et quand tu as un athlète, mais quand on a 2, 3, 4, 5 qui font de la performance dans le même groupe d'entraînement... C'est qu'il y a quelque chose. Ouais, voilà. Tu peux avoir un athlète qui brille, et de toute manière, c'est un athlète qui brille, et il aurait été avec n'importe quel entraîneur, il aurait brillé.
Mais quand tu commences à avoir un athlète qui brille, mais un autre qui est derrière, un troisième, un quatrième, un cinquième, dans le même groupe d'entraînement, bon, bah, faut aller voir un petit peu ce qui se passe dedans, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ok. Ça répond en partie à la prochaine question, mais quel type de formation tu conseilles à un prépa ou à un entraîneur qui a envie de découvrir comment courir, comment sprinter, etc. Je vais me redresser ma chaise. Ouais, alors, au sens global du terme, déjà que tu partes sur des diplômes universitaires, genre la licence TAPS, tu vois, entraînement sportif, ou le master EOPS, ou si tu es plus du côté pratique avec les BP et les DE, ou les DES, ça te donne un cadre, mais quand tu sors de ça, tu as ta carte pro, tu as un cadre, mais franchement, dans la réalité de la chose, tu sais pas grand-chose, quoi. C'est clair. Tu sais vraiment pas grand-chose. Après, il faut aller vers des formations ou lire des livres plus spécialisés et plus pointus. Donc, moi, si j'avais je peux dire les noms? Il n'y a pas de... carrément, je peux dire les noms? au contraire, c'est fait pour... Si j'avais des formations ou des personnes à recommander, bah après, c'est ceux qui m'ont influencé. Donc, évidemment, ceux qui t'influencent. Mais moi, ça serait d'aller voir les travaux et lire les livres de Franz Bosch. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire une des formations qui a été faite. Maintenant, elle est plus régulièrement faite. Moi, j'ai fait la première qui a été faite en France. Donc, déjà, lire au moins son dernier livre ou l'avant-dernier qui est plus sur la préparation physique. Le premier, il est plus sur le running, mais il a écrit il y a plus longtemps. En fait, les autres, c'est des mises à jour. Hein. Il a écrit d'autres choses, mais c'est quand même des mises à jour de sa méthode et de l'explication théorique, puis l'explication pratique. Et après d'aller voir ce qui se fait aux États-Unis. Il y a des livres pour ceux qui parlent pas bien anglais, il y a des livres qui ont été traduits aux États-Unis, enfin des livres américains qui ont été traduits en français. Donc ça c'est cool. De suivre les travaux de Jean-Benoît Morin, parce que Jean-Benoît, c'est un des seuls, donc c'est Jean-Benoît et ses collègues à Saint-Étienne, c'est un des seuls qui arrive vraiment à vulgariser le travail de la course. Et il y a beaucoup de chercheurs, il y a des chercheurs à l'INSEP, il y a des chercheurs, etc., qui sont sur la vitesse, avec qui j'ai pu parler. Mais Jean-Benoît, lui, il arrive quand même à vulgariser ça. Et comme il a été athlète, je ne crois pas qu'il soit entraîneur, mais il a été athlète, il arrive à trouver les mots aussi pour les prépas ou les coachs. Donc il a fait beaucoup de choses sur YouTube. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ouais, il y a beaucoup de contenu qu'il a fait. Et après, moi, j'ai eu comme... c'était pendant mon année à l'INSEP, là, mon entraîneur expert à l'INSEP, j'avais un mentor, Guillaume Tanon. Donc Guy, il a sa méthode à lui, qui est très intéressante. Guy a écrit quand même certaines choses. C'est un peu plus rare, mais très peu. Ouais, mais il a quand même écrit des choses. Donc allez voir ce qu'il a fait. Jacques Piacenta, c'est... ça serait un peu dur de dire ça pour les autres, mais je sais pas si c'est pas le plus grand entraîneur de sprint français. Après, ça reste... Piacenta, ça reste son époque. Voilà, il y a des choses maintenant que ça marchait avec Piacenta, ça marche toujours, mais maintenant ça a évolué. En fait, il faut aussi vivre avec son temps, quoi. Mais regardez, Jacques, il a écrit des bouquins quand même. Ouais. Donc, regardez ce qu'il a fait. J'en profite, je te coupe. Je cherche son contact. Donc, si tu as aussi quelqu'un qui écoute le podcast là, Jacques, je crois que invité depuis le début et j'ai du mal à trouver son contact. Jacques, je crois qu'il vit vers Toulon. Ouais, je sais qu'il est pas très loin de chez moi, mais je n'arrive pas à le contacter. Il est pas très très loin. Donc, si quelqu'un là, je prends. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Pas de souci. Et après, il y a d'autres entraîneurs en sprint, mais Jacques, il a quand même été pionnier sur certaines choses. Ouais. Et en plus, c'est celui aussi qui a écrit des bouquins. Oui, parce qu'on peut parler d'autres entraîneurs actuels, mais je crois qu'ils sont pas écrits. Ou on peut parler des entraîneurs un peu plus vieux, tu vois.
comme François Pépin, Ouais. qui était plus tourné vers le 400. François Pépin qui entraîne toujours, hein, mais qui était plus tourné vers le 400. Mais c'est pas des personnes qui ont vraiment beaucoup écrit. Ils ont sûrement dû écrire des articles, mais pas des livres comme l'a fait Piacenza. Et ensuite, regardez ce qu'a écrit dans la préparation physique. Il n'a pas beaucoup parlé, de course, mais en tout cas, c'est lié. Mais ce qu'a écrit Jérôme Siméan sur son blog, et il y a eu aussi des podcasts qu'a fait Jérôme. Donc, très, très intéressant. Et ensuite, moi, il y a une formation qui m'a bien aidé. C'est la formation de chez Calif, Pro FTS, formation traîneur, où en fait, tu peux mettre des enroulements élastiques. Et là, ça a vraiment été quelque chose d'intéressant parce que moi, il me manquait dans mes outils, dans mon spectre de ma spécificité qui est courir à vitesse max et faire une compétition, à quelque chose d'extrêmement non spécifique qui est de faire du squat complet. Et ben, il me manquait en fait dans ce spectre-là un outil qui soit sur ton corps et qui t'interagisse quand tu fais ta spé. Et en fait, avec les enroulements élastiques, moi, ça m'a permis en fait que les athlètes et les sportifs fassent leur spécialité, mais avec des résistances ou des assistances dans l'enroulement élastique. Et donc ça, c'est une méthode qu'a créée Arnaud Ferrec, et je la conseille, c'est intéressant, quoi. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a des livres que je conseille? Tout simplement, les livres. Tu en as déjà parlé, mais les livres. est-ce qu'il y en a un jusqu'à un autre? Un ou deux qui sortent du lot? Les deux derniers de France Bosch. Mais lire le livre, c'est bien. Franchement, c'est bien. Alors, quand vous êtes en études STAPS ou voire en études BPDE, lisez pas ce livre. Il va vous compliquer, il va vous tordre la tête et vous allez plus rien comprendre. Il faut quand même pour moi, il faut avoir un certain background pour lire ces livres-là. Et par contre, il y a des trucs que j'avais pas compris et que j'ai compris quand j'ai fait la formation. Ok. Donc, je vous conseille de faire. Je crois qu'il y en a une fois par an maintenant des formations avec France Bosch. Alors, lui, il explique la théorie et c'est ses assistants qui font le côté pratique. Mais elle est bien faite, leur formation. Un livre en particulier. Les livres, c'est bien, mais aller voir les hommes, c'est mieux. Ça me va. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur? C'est quelqu'un qui arrive à faire progresser ses athlètes sans qu'ils se blessent. C'est-à-dire qu'un bon entraîneur, si il fait pas progresser ses athlètes, mais ça se blesse pas, c'est bien, parce que tu respectes aussi l'intégrité physique. Alors, la blessure fait partie du sport de haut niveau, hein. Merde, tu peux pas y échapper. Mais tu peux la réduire. Tu peux la réduire. Et si tu fais progresser tous tes athlètes, ou de manière globale, en fait, tes athlètes, et qui se blessent pas pendant la saison, pour moi, c'est ça un bon entraîneur, quoi. C'est pas parce que tu as un groupe de 8, 10, 15 athlètes, ce qui est énorme, hein. Nous c'est plutôt entre 5 et 10, tu vois. C'est pas parce que tu en as un qui brille que l'entraîneur il va être bon, tu vois. Regarde ce qu'il y a derrière, regarde ce qu'il y a dessous, et regarde s'ils ont tous fait des perfs, est-ce qu'ils ont tous battu ou égalé leur record, etc. etc. Et ça, tu peux voir aussi si c'est bon, quoi. Et après aussi, c'est un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui arrive à prendre un athlète qui a déjà un vécu et qui arrive à l'amener un peu plus haut, quoi. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, au début, quand j'entraînais beaucoup des jeunes, des cadets, des juniors. Et en fait, tu fais rien, ça progresse. Et j'ai toujours dit, les jeunes, je parle même pas des benjamins, des minimes, tu vois, mais les jeunes, c'est vraiment être dans l'éducation et c'est facile de les faire progresser. Mais en fait, le but, c'est pas de les faire progresser, c'est de les faire bien progresser. C'est-à-dire de les faire progresser correctement pour l'après. C'est-à-dire que ça sert à rien qu'ils soient extrêmement forts
en cadet ou en junior qui roule sur tout le monde pour que à 25 ans, il n'y ait plus personne. Donc, être très humble quand tu entraînes des cadets, des juniors, parce que même si tu leur fais faire n'importe quoi, entre guillemets, ils progresseront et ils battront leur record. C'est quand tu commences à avoir des personnes de 22, 23, 25 ans, 30 ans, que là, ils ont déjà une carrière, ils ont déjà des blessures, ils ont déjà un passif, ils ont déjà des records, ils ont déjà une culture, etc., que eux, tu arrives à les faire progresser. Ok, là c'est qu'il y a une compétence, une bonne compétence, quoi. Donc, J'aimais bien la vision de Rodolphe Boucher, qui est entraîneur en gym que j'ai eu sur l'émission, ouais, j'ai vu. avec qui j'échange pas mal, qui te dit, pour lui, les entraîneurs les plus expérimentés devraient être avec les jeunes, justement. Ouais. Alors que c'est dans les vrai. staffs nationaux, quand tu vas sur les jeunes, c'est presque la punition pour un entraîneur. Ouais. Parce que tu as cette expérience de ce qu'il faut après, et donc ce qu'il faut développer maintenant chez les jeunes. Exactement. En fait, mais en athlète, c'était un peu ça qui s'est perdu, malheureusement. Ça a eu été ça, et ça ne l'est plus. Et c'est dommage, en fait, que les entraîneurs qui savent, une partie, déjà, ne mettent pas à jour les formations fédérales, parce que ça doit être mis à jour, quasiment tous les ans ou tous les 2 ans. Et ne se déplacent pas pour former. Alors évidemment, ils ont du travail, je ne veux pas dire entraîneurs nationaux, ils ont du travail. Mais quand je vois un des plus grands, voire le plus grand entraîneur de longueur de France, voire même à l'international, on m'en parlait, Alain Troncal, Alain Troncal, il vient de Clermont, qui parcourait la France pour prêcher la bonne parole et expliquer comment ça fonctionnait la longueur. Et en fait, il y avait aussi ok, j'entraîne des athlètes de haut niveau, mais je vais aussi expliquer aux autres un peu comment ça marche, quoi. Donc ouais, ça s'est un peu perdu, malheureusement. Et tu as raison quand tu dis que les entraîneurs de haut niveau devraient prendre des jeunes, mais en fait, dans la conjoncture professionnelle du métier, les entraîneurs nationaux, de toute manière, c'est les CTS. Et en fait, ils ont du travail à côté. Et les jeunes, ils sont formés par ruissellement de connaissances. Et à la fin, c'est plus complexe, quoi. Et par les stagiaires en master. Ouais. Ouais. Master ou licence, quoi. Ouais. Mais ouais, les jeunes, il y a des catégories, en fait, où qui sont importantes. Tu vois, les catégories baby, pour moi, elle est vraiment importante. Parce que c'est vraiment là où, en fait, quand tu es dans la petite enfance, que tu fais des schémas moteurs et que tu engrammes des choses. Et après, tu as la catégorie quand même Benjamin. En gros, la Benjamin, c'est 6e, 5e. Ouais. Où là, tu as le pic de puberté qui commence. Et si là, en fait, tu n'arrives pas à bien savoir quand est-ce qu'il y a ton pic de vélocité de croissance, quand est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, etc. etc. Et je renvoie au livre qu'a écrit Sébastien Rattel sur la préparation physique des jeunes. Et c'est aussi un peu compliqué, quoi. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire le livre, il a fait un article de fou sur le club. Dans le club des entraîneurs, qui résume son livre en gros en 18 pages, je crois. Waouh, bien. Ouais, il a fait Clermontois aussi. Ouais, il est incroyable. J'adore Seb. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Pour courir vite, faut courir vite. C'est pas mal. Merci Jérémy. Merci. Nous revoici, ça y est, c'est la fin de l'épisode, comme tu le sais. Tu connais les rituels, j'espère déjà que ça t'a plu. Tu peux commenter et liker la vidéo. Et n'hésite pas surtout à la partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres entraîneurs comme toi. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Patrick Roux. Salut!